Bienvenue dans Effet Papillon, le podcast qui prend le temps de regarder derrière les idées et les choix qui façonnent nos chemins. Ici, je rencontre des artistes et des entrepreneurs dont les parcours se situent à la croisée de l'art, de l'entrepreneuriat et de la santé mentale. Je suis Nora, photographe et vidéaste à Rennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce 6e épisode Charlotte. Je te laisse te présenter. Bonjour Nora. Donc moi, j'ai un peu plusieurs casquettes. Je suis photographe, mais aussi de plus en plus artiste plasticienne, je crois que c'est plus ça. Et j'écris aussi. Donc voilà, j'essaye de multiplier les casquettes parce que il faut vivre. Et que si on peut vivre de trucs qui sont chouettes, autant le faire. Ok, trop bien. Alors déjà, première question, comment vas-tu vraiment en ce moment ? Ça va bien, ça va beaucoup mieux que... Tu m'aurais posé la question il y a 1 mois et demi, j'aurais pas répondu ça. Mais alors, est-ce que ça peut vraiment bien aller avec le contexte mondial ? Pas trop. Oui. Forcément, une grosse anxiété. Et moi, à chaque fois que je regarde les infos, ça me déprime. Mais par contre, très très personnellement, si je vois genre juste que ma petite bulle, ça va bien. Enfin, j'ai appris, ça fait genre 2 mois que j'essaye de me dire qu'il faut que j'arrête de me descendre moi-même tout le temps. Donc, et du coup, bizarrement, ça aide. Évidemment. Et donc ça va bien. Ok, et bah trop bien, trop chouette. Donc là, on va partir dans les questions, il va falloir réfléchir un petit peu. Oh là là. Alors, si ton parcours était une œuvre d'art, à quoi ressemblerait-elle ? Ça peut être n'importe quel... En fait, c'est pas forcément si c'était une œuvre d'art, Ouais. mais dire par exemple, si là je peignais un tableau et de mon parcours, à quoi ça ressemblerait ? C'est pas évident. Je pense que il y a une ligne directrice, mais que j'ai eu du mal à assumer, je pense. Après, là, en fait, c'est marrant parce que ça me fait juste penser à des tableaux que j'aime vraiment beaucoup. Et il y en a... il y a 2 artistes qui, moi, m'ont un peu... qui m'ont fait un choc. C'est marrant parce que quand on est... L'art, c'est un peu étonnant quand tu tombes sur une œuvre d'art, des fois, et ça va pas parler à grand monde, et toi, ça te fait un choc. Et ça peut être autant de la musique que... voilà, ça peut être un peu n'importe quoi. Et quand j'étais au lycée, je suis tombée dans une toute petite reproduction du Voyageur au-dessus de la mer de nuages de Caspar David Friedrich, qui est un peintre romantique. Je sais pas si tu vois, c'est un gars de dos qui est sur une petite montagne et devant lui il y a des nuages et comme ça me dit rien. C'est un peu mélancolique, c'est très solitaire, il y a beaucoup de... c'est un peu sur le rêve et entre lui et Odilon Redon qui est un peintre symboliste, qui est un artiste symboliste et qui lui fait des trucs à la fois super étranges, un peu mystiques, avec des pastels. Alors ça peut être très coloré et en fait c'est un peu ces 2 univers là, quelque chose qui me touche vraiment et que j'essaye un peu de retrouver dans mon parcours. C'est de rester sur quelque chose d'assez profond et d'assez spirituel dans un sens, mais avec un ancrage un peu plus réel. Et voilà, je pense que ce serait du coup assez coloré et un petit peu bizarre. Ok, trop bien. J'adore. Donc du coup, pour les différentes disciplines que tu fais, parce que du coup, on a du coup la photo, l'écriture, tout ça, tu fais pas mal de choses. Et du coup, pour ton métier, est-ce qu'il y a un moment pivot où tu t'es dit, c'est ma voie, que tu avais envie de faire ça ? Alors c'est un peu... en fait, pour l'instant, je sais pas si j'ai vraiment trouvé ma voie. Mais je sais que le milieu artistique, c'est ma voie, parce que quand j'étais en primaire, je voulais travailler dans la police technique et scientifique. Moi aussi, je voulais faire ça une fois dans ma vie. Oui, je te jure, je voulais aller sur les scènes de crime et tout, mais moi, je vois une goutte de sang, je tombe de l'œil. Et je suis pas du tout scientifique, donc c'était mort, mais ça me fascine. C'est incroyable, j'ai fait mon mémoire de photo sur la scène de crime. Oui, on en avait parlé. On en parlait, voilà. Il y a toujours cette attirance pour l'enquête et la scène de crime qui est un peu bizarre quand même. Ça ne veut pas dire qu'on est des tueuses en série, absolument pas. Bien sûr. Au contraire. Oui. Mais il y avait tout ce côté-là qui était très scientifique et je pense que je garde aujourd'hui un côté de moi qui est très très rationnel, qui essaye qui veut un peu des preuves de tout, qui est très rationnel, et un autre côté qui est beaucoup plus mystique, poétique. Et là, je trouve que le côté artistique, en plus d'être dans une pratique
qui est assez solitaire. C'est à la fois quelque chose qui, moi, me correspond parce que je peux pas être en entreprise. J'ai bossé en entreprise avec des gens, des collègues et tout. C'est lourd, c'est difficile. Oui, je capte pareil. Et en même temps, c'est un peu trop solitaire d'être... faut un juste milieu. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un truc à trouver. Mais je pense que quand j'étais petite, je faisais plein de trucs créatifs. J'écrivais des romans quand j'avais 12 ans. C'était épouvantable. Vraiment, j'ai fait la même. Et j'ai essayé d'écrire des livres, des poèmes. Ah, mais c'est mignon. En vrai, c'est trop mignon. Bah, faut se regarder gentiment parce que c'est trop cool en fait. C'est trop innocent, c'est trop mignon. Et tu fais des dystopies et t'as l'impression que t'es le génie sur Terre. C'est ça. Et en fait, tu relis des années plus tard, tu te dis oh là là, le malaise absolu. Mais il y a un truc comme ça où je pense que depuis qu'on est enfant, il y a quelque chose qui nous pousse un peu à faire ça. Et pendant donc voilà, de base, je voulais bosser dans le cinéma parce que c'était la narration qui m'intéressait, puis l'image. Donc j'ai fait un BTS audiovisuel, j'ai essayé de passer le concours de Louis Lumière en cinéma, donc pour bosser vraiment dans la technique. Et en fait, c'était pas moi, quoi. Et puis j'ai pas eu le concours, donc comme ça, c'était bien ramassé. Et donc quand j'ai repassé le concours en photo, qui était beaucoup plus facile. Et ça m'intéressait plus et je me suis dit, et donc c'est des études qui sont ultra techniques, très scientifiques, donc on faisait de la physique, de l'optique, de la sensitométrie, chiant. C'était un peu intense, et donc le côté artistique là-dessus il passait en second plan, donc un peu dommage, mais voilà, de bosser dans des trucs très techniques, je me suis dit c'est pas non plus ça. Et c'est pas ce qui me botte. Et en fait, par contre, de faire des projets artistiques avec des gens et de monter des projets, de discuter, de faire des moodboards, plein de trucs comme ça, de mixer un peu des univers, un peu tout le monde. Et ça, c'était fun. Et avec le Covid, j'ai fait un truc... Il y a un livre, je sais pas si tu connais, de Julia Cameron, qui s'appelle The Artist's Way, où c'est... Le titre en français est catastrophique. Je crois que c'est Libérer votre créativité, un truc comme ça. Ah oui, ok. Mais je trouve que ça fait genre développement personnel 1.0. Mais c'est un livre qui est assez commun. Alors c'est très New Age. Et pour moi j'ai un peu des soucis avec le New Age pour plusieurs raisons. Parce que, j'ai des soucis, j'ai pas de... On va pas se fighter, c'est pas la question. Mais je trouve que ça... Il y a tout un truc, par exemple, sur la sagesse profonde des femmes en rapport avec la nature et tout, qui, moi, me pose problème. Parce que je pense que c'est aussi bien qu'on leur permette aux femmes d'avoir aussi la pensée et pas juste le ressenti. Oui, bien sûr. D'avoir vraiment les deux. Et aux hommes aussi d'avoir l'intuition, le ressenti. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir les deux. Plus, il y a un lien un peu... tout un truc un peu néolibéral de mercantiliser toute la spiritualité, de vendre un peu des choses autour de ça, et puis d'être très seul, très individualiste. Ça, je trouve ça un peu triste. Et c'est pour ça que voilà, moi, donc quand je vois New Age, je suis un peu... c'était pas écrit, mais dedans, il y avait des phrases où tu reconnais des trucs et tout. J'étais un peu bon, mais par contre, en vrai, il y a des trucs vraiment super dedans, où c'est un programme sur plusieurs semaines pour arrêter d'être bloqué. Et en fait, c'est des trucs tout bêtes que ça formalise, mais c'est par exemple le fait qu'il y a beaucoup d'artistes. Je pense que toi, tu es dans la même situation. C'est que on a... je veux pas t'imposer ça, mais moi, personnellement, j'ai un ego surdimensionné et aucune confiance en moi. C'est-à-dire que... Oui. C'est vraiment ce truc-là où, en fait, tu te dis que tu te mets la barre tellement haute parce que tu dis je suis capable de faire des choses. Ouais, bien sûr. Et en même temps, tu dis mais je suis tellement nulle par rapport à tout le monde. Mais c'est ça, c'est trop bizarre comme truc quand même. Hein. C'est trop bizarre. Et du coup, finalement, tu fais rien parce que tu te mets la barre tellement haute que t'as pas envie de commencer par quelque chose de tout petit. Et donc, tu fais rien, quoi. Et tu dis je ferai. Oui, c'est ça. Et donc il y a tout ce truc des pas de bébé qu'elle appelle, donc tu commences, tu fais des tout petits trucs et en fait t'arrêtes de te censurer parce que tout vient de la censure, quoi. Ah bah oui, totalement. C'est les barrières mentales qu'on se met à nous-mêmes, et moi j'avais ce truc là avant de toujours faire parfait, mais faut se mettre à l'action et pas se dire ça va être parfait du premier coup, mais essayer des trucs et pas que ce soit genre une ligne droite. Des fois on peut dévier un peu et justement on va découvrir d'autres trucs qu'on n'aurait même pas soupçonné. Complètement. Donc ça, c'est trop bien. Et puis, tu le sens, tu dois être perfectionniste aussi, je pense. Oui. Et donc, c'est jamais assez bien. J'essaye de lâcher aussi un peu. Voilà.
Mais tu dois apprendre à lâcher prise, quoi. Bah oui, parce que toi c'est bien d'être perfectionniste, enfin surtout pour quand on fait des prestations avec des personnes, enfin normal, on est payé pour, il faut que ce soit quali, mais faut quand même mettre des limites aussi, parce que tu peux pas passer 3 milliards d'années sur une photo, sur un détail que personne ne verra à part toi. Ça. Oui, mais si tu le vois, moi si je le vois... Mais c'est ça, je suis en mode ça va rien changer en fait, qu'il y a un peu plus de grains ou pas, personne ne va calculer, donc faut doser un peu. Mais en vrai, dans les trucs artistiques, je pense, peut-être que tout le monde l'est plus ou moins, mais c'est normal. Quand on est artiste, c'est vraiment c'est nous, ça émane de nous, donc c'est notre personne, etc. Donc, si tu veux une bouse, les gens vont se dire, c'est un peu une... Ça, et puis tu vas le prendre très personnellement, parce que c'est toi que tu mets, c'est pas ton travail. C'est ça. En fait. C'est du travail, mais... Oui. Mais c'est quand tu fais des photos, que c'est ton univers, c'est ta personnalité, c'est toi directement. Oui, quoi. C'est grave, c'est un peu reflet de nous, c'est ce qu'on aime, ce qu'on veut faire transparaître aux gens et tout. Donc, Complètement. Et du coup, et donc ce livre-là, moi je trouve que ça m'a aussi, ça posait beaucoup de questions sur qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite, tout ce genre de choses, de dessiner un petit peu comment tu t'imagines dans la meilleure situation possible. Et c'était un peu... c'était assez long. Et il y a un truc qu'elle met en place, c'est les pages du matin, où tous les matins, t'écris 3 pages. Mais de peu importe, tu vois. Tu fais de l'écriture automatique, tu fais... t'écris ta journée, c'est du journaling. Mais en fait... Et c'est un truc qui, aujourd'hui, est prouvé depuis longtemps, que c'est très bien voilà, tu libères ton esprit, tu te mets dans une dimension artistique, tu prépares ta journée comme ça. Et ça, je trouve que ça m'a vachement aidée à me dire, mais en fait, si, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que... j'ai envie de travailler dans l'art, même si ça va être ultra difficile, que je vais avoir des moments où je vais pas être bien. Mais et c'est là où je me suis dit, c'est ça, en fait. J'ai envie de faire de la photographie, j'ai envie d'écrire, et j'ai envie de me dire, de pas me mettre de limites, et de me dire, si j'ai envie de faire une figurine en céramique, je vais le faire, tu vois. Bah oui. qui va dire quoi? Faut se faire kiffer. On va me dire que c'est pas très bien fait, mais c'est pas grave, tu vois, ça m'a fait plaisir. Au moins tu l'auras fait, parce qu'il y a plein de gens qui vont se dire j'ai envie, j'aimerais, ils le font jamais. Ouais, exactement. Et au moins toi tu l'auras fait. Après, des fois, je me dis aussi beaucoup, j'ai envie et je fais jamais. Oui, non, mais peut-être que c'est pas le moment où il y a un temps pour tout. Enfin, moi aussi, je vais faire 1 milliard de trucs. Dis bon. T'as plein de hobbies. Toi, j'aime bien écrire aussi. Ouais. La poésie, j'aime beaucoup. C'est ce qu'on disait avant. C'est vrai que la poésie, c'est hyper facile d'accès. Moi, des fois, j'ai pas envie de me plonger dans un bouquin. J'ai une copine qui m'a offert un recueil de poèmes, et du coup, il est sur ma table de chevet. Puis, de temps en temps, je lis. Mais la poésie, c'est vraiment, je pense, un de mes genres préférés. C'est ce qui me touche le plus, je pense. Et du coup, j'écris un peu de poésie. L'autre fois, j'ai eu une lubie, je me suis dit, allez, je vais écrire un recueil de poèmes. C'est trop bien. Du coup, j'ai un truc sur mon Google Drive, j'ai écrit plein de poèmes d'un coup, un soir. Peut-être que je le finirai un jour, peut-être pas. Mais un recueil, j'ai plein de lubies comme ça. C'est par obsession. Oui, t'as des moments d'hyperfixation, tu vas faire que ça. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que j'ai... Là, toi, j'ai envie de faire de la musique. J'ai installé le logiciel, pour l'instant, j'ai rien fait. J'adore. Mais faut que j'essaye. Mais c'est juste un peu le temps, quoi. Je me dis, il y a le travail, mais je veux un peu ces échappatoires-là où personne ne te met de barrière à part moi-même. Ouais, exactement. Donc c'est un peu ce truc libre aussi. Mais toi, j'aimerais bien faire de la peinture, de la danse, de la cuisine, de la pole dance. Tu peux pas tout faire, quoi. Genre, il faut un moment pour tout. Oui, mais ouais, c'est génial. En fait, on dit on se disperse, il est versatile, machin. C'est que des termes qui sont assez négatifs. Alors qu'en fait... en fait, c'est bien de toucher à tout. Exactement. Puis il y avait plein de gens super intéressants, genre Blaise Pascal, le gars, il était philosophe, physicien, il faisait plein de trucs. Les polymathes, ils font plein de trucs différents. Et on est là, oui, c'est super. Pourquoi est-ce que... grave, mais c'est ça. On voit grave ça en mal, mais en fait, c'est bien. Parce que du coup, on peut relier les arts, comme toi tu fais du coup avec la photo, l'écriture, tout ça, et je trouve ça trop chouette de justement lier les arts pour en faire un produit fini. Parce que je trouve que l'art et la photo et l'écriture, ça m'inspire beaucoup. Des fois, je vois des trucs sur les réseaux, c'est quelqu'un qui va imprimer une photo et du coup qui va écrire par-dessus, et après il la scanne, des sortes de collages et tout. C'est trop bien. Moi je suis pas du tout manuel, faire la peinture, le dessin et tout, j'ai du mal.
Les trucs manuels, j'ai du mal. Mais ils me disent faire des trucs comme ça, un peu collage et tout, ça peut être une bonne alternative de... tu prends une photo et du coup, tu construis une autre histoire après avec la photo. Enfin, t'ajoutes des trucs et tout. Ouais, toute la phototextualité, c'était mon autre sujet de mémoire si j'avais pas fait la scène de crime. Ouais. Et parce que c'est hyper intéressant d'avoir ce rapport-là entre l'écriture et l'image, ouais. ou entre les deux, parce ils vont pas se répéter, tu vois, parce que tu vas pas faire une description de ton image, mais entre les deux, il y a un truc qui se passe où il y a une espèce d'autre univers qui se construit à la croisée des deux. Et dedans, il y a aussi la blackout poetry, je sais pas si tu vois. Non, pas du tout. En gros, tu prends une page d'un livre, et ça, c'est trop bien, parce que n'importe qui peut le faire, même des gens qui ont l'impression qu'ils savent pas écrire et tout ça. Okay. C'est très déculpabilisant aussi, et très libérateur. En fait, tu prends la page d'un livre, et tu prends un gros feutre noir, et tu barres des mots pour laisser juste quelques morceaux de phrases, quelques morceaux de mots lisibles. Et en fait, ces morceaux de mots, tu les penses pour qu'ils fassent une nouvelle phrase. D'accord. Et ça va être dans le sens d'écriture. Et il y a plein d'autres techniques dont tu peux faire ça aussi avec du blanc, ou alors en découpant, ou en entourant des mots. Mais en fait, comme tu as déjà la base, tu as l'impression que c'est pas toi qui crée. Et du coup, tu te censures moins. Alors qu'en fait, c'est quand même toi, parce que c'est toi qui arrange les mots. C'est toi c'est toi qui les choisis. Exactement. Et du coup, tu peux jouer avec l'image aussi par rapport à ça, la photographie, le dessin. Il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, mais un artiste... qui est le premier à avoir fait ça, et son œuvre, c'est un livre, je crois, qui s'appelle Humoment, genre ça H-U-M-U-M-E-N-T, mais je suis pas sûre. Huge, non. Non, c'est un faux mot en fait. Ah, ok. Parce qu'il a dû le former à partir des trucs. Okay. J'ai oublié son nom, c'est pas grave. Et tu vois, il a fait des dessins et tout, et t'as des mots qui apparaissent. C'est les années 70. Okay. Et c'est trop cool. Je te conseille. Ouais. C'est vachement bien. Ok, trop chouette. Mais ouais, ça m'attire grave de faire des collèges comme ça. Et j'ai ça en tête, je fais pas. Il faut que je le fasse. Il faut se mettre une alarme. C'est maintenant que j'aime. Mais non, il faudrait que j'essaye. Je pense que ça va être sympa d'avoir une photo et d'avoir la prolongation d'un texte ou... Enfin, une sorte de scrapbooking. Je sais pas, j'ai une obsession avec le scrapbooking. Ouais, mais carrément. Franchement, vas-y, quoi. Je viens sans avec le scrapbooking. Non, mais c'est bien, toi, vu qu'on est pas mal sur nos ordis, de revenir à un truc où, juste avec tes petits papiers, tes petits stickers, tes crayons. Moi, quand j'étais petite, j'ai dessiné énormément. Ouais. Et je ne dessine absolument plus parce que je ne sais pas dessiner et que du coup, ça me frustre et que je suis en mode, mais c'est nul. Ouais, mais c'est pareil. Le dessin, c'est aussi, on a le niveau aujourd'hui qu'on avait quand on a arrêté de dessiner. Donc si tu as arrêté de dessiner à 13 ans, voilà. Ouais. Mais c'est un travail et c'est vrai que c'est aussi un truc où je trouve que tu te rends très vite compte de ton évolution quand tu travailles. Oui, grave. Et puis personne va aller regarder à part toi. Donc au début, si tu galères, mais ça va être stylé, quoi. Pour moi, parce que moi, j'ai pas de patience dans la vie, c'est un de mes plus gros défauts. Et que j'aime bien voir tout de suite. Et on dirait vraiment une enfant, mais c'est bon. Je ne te jugerai pas. J'essaie de travailler là-dessus. Et en fait, j'ai ce problème-là, c'est très difficile pour moi d'apprendre quelque chose toute seule. Ouais. Genre vraiment, si c'est pas de manière naturelle comme moi, la photo, j'ai fait ça depuis que je suis petite. J'ai beaucoup de mal à m'atteler à la tâche et dire, là, je vais faire un tunnel, je vais apprendre. Sinon, il faut que tu réussisses à trouver des proches ou alors... parce que ça coûte cher aussi de prendre des cours et tout ça. C'est aussi je regardais pour des cours de chant hier, je fais non. Ah, c'est hors de prix, non. En même temps, c'est vrai que c'est surtout en individuel. Mais c'est vrai que c'est très cher. Et quand tu veux développer une connaissance pas par toi-même, pas seul, c'est super dur. Donc, trouver des potes avec qui tu dis, là, on se retrouve cet après-midi, on va dessiner ensemble. Oui, mais ça, pour la musique, je sais. Ça, c'est trop. C'est beau jeu. Mais c'est bien, toi, d'apprendre aussi par soi-même. Juste, tu te mets dans ta bulle et là, tu te dis, j'apprends un truc, j'arrête de faire le gros bébé, là. Mais bon, ça va venir. Comment ton histoire personnelle influence ton travail ? Alors, je pense que c'est... l'histoire personnelle et les expériences personnelles, je viens quand même d'un milieu très privilégié, je pense. Et forcément, ça m'a enlevé beaucoup de soucis dans la vie. Et ça m'a permis aussi de pas mal voyager quand j'étais petite. Et en gros, on économisait toute l'année. Après, on partait en voyage avec toute la famille où on dépensait le moins d'argent possible par jour. Donc, on dormait dans des trucs un peu limite. Beaucoup de cafards. Ah oui, oula, c'est l'aventure. Voilà, c'est un peu le guide du routard. Roots. Voilà, mes parents se sont rencontrés
Enfin, mes parents sont français, mais ils se sont rencontrés en voyage en Inde par hasard. Et mes grands-parents ont fait à peu près tous les pays du monde. Wow, incroyable. Et ils dépriment dès qu'ils voyagent pas. Là, ils étaient, il y a 2 ans, ils étaient en Australie à 95 ans et 90 ans à faire du camping sauvage sans matelas parce que franchement, il faut se trimballer les matelas, c'est relou. J'adore. Toute cette historique-là où il y a un truc avec le voyage. Moi, maintenant, je prends plus l'avion depuis 10 ans. Après, c'est aussi, j'ai peur en avion, mais en vrai, c'est à la fois ma peur de l'avion, à la fois mon envie écologique et aussi mon manque d'argent. Mais si j'ai de l'argent, je prends le train parce que je préfère en plus. Et donc voilà, je pars moins loin, mais j'ai fait beaucoup de pays d'Asie et je suis allée aussi à Madagascar. J'ai eu mes autres grands-parents qui ont vécu 7 ans là-bas. Trop bien. Et j'ai 3 oncles qui sont nés là-bas. Mon grand-père avait été envoyé pour bosser. Bref, et donc il y a un vrai rapport au voyage et à la culture. Et donc, je pense que toute cette culture-là qu'on m'a transmise quand j'étais enfant, ado, des cultures des autres, surtout asiatiques, parce que mes parents, c'est quelque chose qui les intéresse énormément, et d'avoir ces autres spiritualités, ces autres ouvertures, où une fois, on était... c'était en 2009, au Ladakh, c'est en Inde du Nord, dans l'Himalaya. Ok. Et on avait été visiter un temple où c'était des nonnes bouddhistes et il y avait vraiment personne. C'était à l'époque, il n'y avait pas de touristes encore, il n'y avait pas trop de touristes là-bas. Après, c'est devenu un peu plus touristique. Et donc, vraiment, on était les seuls Français qui se sont perdus au temple des nonnes. Voilà. Puis c'est vrai que t'as un rapport bizarre en vrai, parce que toi, t'arrives avec ton fric et tout. Enfin, genre... Bah, c'est ça, oui. Ça peut mettre mal à l'aise. Ben ouais, il y a une vraie question là-dessus. C'est genre. C'est comment toi tu viens. Enfin, je pense que vous veniez avec beaucoup de respect, mais il y a des gens, c'est vraiment l'attraction, quoi. Ouais. Ben, on a croisé des Français un jour dans un coin paumé comme ça. Et ils ont dit, c'était dans un tout petit, c'est pas un resto, et les Français étaient là, quoi, il n'y a pas de vin rouge? Enfin, à quel moment? T'es pas en France, ma belle? Ça va pas? Ramène ta bouteille. Hein, ramène ta bouteille. Mais même, ce serait trop bizarre. Tu manges dans un pays, surtout si t'as un petit restaurant, tu fais ce qu'il y a, genre c'est pas ta culture, tu t'adaptes, quoi. Tu respectes un peu quand même. C'est bizarre. Ah ouais. Et du coup, après, tous les Français ont honte des autres Français à l'étranger, mais je pense qu'il y a une raison. Il y en a qui sont dans l'abus. Hein. C'est vraiment épouvantable. Donc il y a ce truc-là. Et donc dans ce monastère, on s'est mis dans un tout petit coin, vraiment, on voulait se cacher, tu sais, parce qu'il y avait cette cérémonie. Et il y a une nonne qui est venue et qui nous a demandé de tendre nos mains et qui nous a mis de l'huile dans les mains tu buvais l'huile en fait. Okay. Donc on a imité parce qu'on comprenait pas tout. Mais en fait, il y avait un truc de communion où genre on parlait pas du tout la même langue, on était très différents. Elles nous ont incluses directement. Ouais, parce que ont senti que vous étiez respectueux, etc. Ouais, je pense. Et puis dans leur culture, t'as un truc où, même si c'est une cérémonie qui est très importante et on accueille, tu vois. Oui, c'est ça, on accueille tout le monde sans préjugés. Ça qui est bien. On devrait en plus s'en inspirer. C'est ça. Après, voilà, il y a aussi, dans le bouddhisme, il y a aussi des problématiques. Bien sûr. Dans toutes les religions. Oui, bien sûr. C'est très compliqué. Mais ouais, il y a du coup des moments comme ça où... où tu découvres une autre culture, où tu es complètement dépaysé et tu te questionnes aussi sur comment tu as grandi, qu'est-ce qu'on t'a amené. Et je pense qu'il y a tout ce côté-là quand même où ça m'a pas mal travaillé et influencé sur mon travail, surtout par rapport à la nature. Je me suis rendu compte que j'ai peur des gens en fait. J'ai pas vraiment peur des gens, mais il y a un truc où quand il y a beaucoup de monde et tout ça, je suis pas bien. Je comprends. Et ça ne m'étonne pas que tu comprennes. Et donc, il y a ce truc-là où, en fait, tu te rends compte aussi qu'il y a un rapport à la nature qui se développe qui est ultra plaisant. Tu te balades toute seule, tu te ressources comme ça aussi, en n'ayant pas peur des tueurs en série. Seul le soir dans la forêt. Et oui, donc il y a tout ce truc-là par rapport à la lumière. Enfin, aussi, mes grands-parents font beaucoup, beaucoup de photos, mes arrière-grands-parents. J'ai des photos qui datent de 1900 en stéréoscopie. Donc, tu sais, c'est 2 plaques où ça faisait de la 3D à l'époque. Ok, génial. En plaque de verre, c'est fou. Et il y a un fond photographique qui est trop intéressant et qui m'intéresse vachement. Et puis, je suis très proche de mes grands-parents. J'étais très proche de mes grands-parents maternels qui sont décédés. Et donc, tu as une transmission aussi historique où on discute beaucoup, où ils racontent leurs anecdotes. Et moi, j'adore écouter les personnes âgées qui racontent des anecdotes. Oui. Bon, des fois, ils disent des dingueries, mais... Évidemment. Évidemment, mais bon, voilà.
Mais il y a toujours des trucs où, enfin voilà, toute cette vie, comment ça les a amenés à ce niveau-là, à penser ça, et dans quel contexte ils ont grandi. Et voilà, mon grand-père paternel vient d'un milieu très, 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 très populaire, et ma grand-mère d'un milieu très aisé. Ah ouais, donc ça a été particulier. C'était la fille de son patron. Ah ouais, ok. Donc ça a fait scandale. Ça a fait jaser, quoi. Ça a fait jaser, les potins. Oh là là. Donc ouais, c'est assez drôle, quoi. T'as toute cette histoire-là, et moi ça m'intéresse vachement, les photos anciennes. Ouais, grave. Et mes grands-parents, ils prennent des trop belles photos. Enfin, oui. Ma grand-mère, elle a un œil pour les gens qui est vraiment très très fort. Et puis mon grand-père était architecte, et lui, les bâtiments, les machins, les courbes, la structure. Enfin, vraiment, c'est trop chouette. Mes parents prennent des super photos. Enfin, depuis qu'on est tout petit, mon frère est cadreur pour Arte, par exemple, maintenant. Voilà, donc, il y a un truc où il bosse invitation au voyage et tout ça. Donc, il y a un truc où tu gardes une ouverture, en tout cas, à l'image. À la nature, à ce qui t'entoure, et je pense que ça a énormément joué. Et puis après il y a tout ce qu'on t'apporte aussi au niveau de la lecture. Enfin, mes parents, ma mère, elle lit énormément. Ça, c'est aussi les femmes, hein. Elles lisent beaucoup plus que les hommes. Ah ouais. Apparemment, c'est genre 65 ou 10% des lecteurs sont des lectrices. Ok, je savais pas du tout. Et puis les romans policiers, c'est genre 70%, c'est des femmes. Okay. Alors là, je sors les chiffres de mon chapeau. Faudra vérifier, mais je l'ai lu très récemment. Mais c'est à peu près ça. En tout cas, là, c'est vraiment plus les femmes que les hommes qui lisent. Et peut-être qu'aussi, il y a une question de je sais pas, les hommes, ils vont peut-être faire d'autres enfin, non, ils vont pas se retrouver entre eux, parce qu'en général ils sont aussi très solitaires, on va les couper du bois, je sais pas, mais il y a un truc le cliché terrible, quoi. Vraiment. N'importe quoi. Mais ouais, je sais pas pourquoi, c'est vraiment un truc, ou peut-être c'est une activité de ressourcement pour des femmes par exemple qui ont des enfants, je sais pas. Mais en tout cas voilà, plus et du coup il y a ce truc là où faut lire, donc plein de romans, plein de la fantasy et tout. Puis nous, je pense, enfin, t'es plus jeune que moi, mais le young adulte était ça a un peu bercé notre enfance. Enfin, moi, il y avait Eragon, Hunger Games, Harry Potter, bien sûr, Twilight, quand j'avais 13 ans. Donc, voilà, c'est des trucs où des fois, il y a des trucs, tu dis c'est un peu ridicule et tout ça, mais en fait, ça fait lire, ça fait rêver, et c'est super bien. Et toute la fantasy, et moi, c'est des trucs que je lis plus du tout aujourd'hui, je lis plus du tout de science-fiction, de fantasy. Mais à l'époque, je trouve que ça ouvre sur quelque chose qui est trop bien. C'est ça. Ça permet de juste d'être dans sa bulle et de penser à autre chose, et de mettre ton cerveau en off et de t'évader un peu dans un autre univers, quoi. Ouais, et puis ça résonne avec l'adolescence. Bah oui, grave. C'est un moment où t'es pas bien, t'as l'impression d'être un peu... Enfin, ça dépend, il y a des gens qui vivent très très bien leur adolescence, ça n'a pas été mon cas, mais... C'est rare, je pense. C'est rare. C'est rare. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus intégrés à l'école que d'autres. Oui, je pense. Et du coup, dans ce cas-là, t'as un peu l'impression d'être quand t'as l'impression d'être un ovni à l'école, que tu te reconnais pas, que t'es pas en accord avec ton corps qui change bizarrement, que tu te fais un peu bully, bon. Surtout quand à l'école c'est pas ouf, et qu'à la maison aussi c'est pas ouf. T'es là en mode je suis bien où en fait. Alors, moi c'était ça, hein. Donc j'étais en mode je suis bien, mais que dans ma chambre toute seule, quoi. Ouais, c'était vraiment un échappatoire. Ouais. Enfin moi les échappatoires moi c'était la musique. Mais vraiment moi ça m'a sauvée, hein. La musique a été période de ma vie, entourage aussi. J'ai eu cette chance d'avoir j'ai perdu des amis en cours de route évidemment, mais j'ai toujours eu quand même des piliers qui ont été là pour moi, quoi. Un bon socle qui t'aide. Oui, heureusement. C'est important. Non, mais c'est vrai que il y a des gens, ça fait un peu rigoler, mais peut-être qu'ils sont sociopathes, je sais pas, mais mais c'est vrai que la musique ou un artiste particulier ou un livre et tout, oui, ça sauve, littéralement. C'est la musique, même la photo. Je m'en rends compte, mais il y a des moments où c'était l'un des seuls échappatoires que j'avais avec la musique, et je pose mon cerveau et je fais ce que j'ai envie. Mais la musique, il y a ce truc-là où j'ai toujours été baignée dans la musique depuis toute petite. Mes parents ils mettaient tout le temps la musique à la maison. Enfin, mon père il fait de la peinture, il fait un peu de guitare et tout. Ma mère elle aime beaucoup l'art aussi. Bon, elle fait pas d'art, mais ça l'intéresse énormément. Ouais. Et du coup, je pense ça m'a beaucoup aidé l'ouverture déjà à l'art, à la musique, d'avoir une culture musicale
qui est chouette, qui est très variée, et du coup, c'est trop bien. Donc ça m'a aidé. C'est bien. Ouais, c'est super important, puis c'est bien aussi d'avoir ce recul-là adulte où tu te rends compte à quel point ça a une influence sur ta vie, sur ton adolescence et à quel point c'est important la culture et l'art en fait. C'est ça. Totalement. Hein. C'est vrai que la culture aujourd'hui, malheureusement, c'est très compliqué et c'est il y a beaucoup de choses qui sont en danger et en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui ont peur des artistes parce que nous, on ose dire les choses que personne ne veut entendre, mais on sera toujours là pour, pour les dire et les dénoncer. Ouais. Là aussi, la culture, c'est très bizarre parce que d'un côté, tu te dis c'est accessible à tous, tout le monde peut faire de l'art, mais d'un côté, c'est très élitiste, très pour les personnes aisées et tout. C'est très... un capital culturel. Il y a plein de musées où tu peux aller, c'est gratuit jusqu'au moins de 6 ans. Déjà, ça, c'est génial. Ouais. Mais il y a des trucs, des fois, faut raquer, quoi. Et quand toi, t'es étudiant et que t'essayes d'aller à des trucs un peu culturels... encore, nous, on est à Rennes, on a de la chance. Ouais. Parce qu'il y a pas mal de trucs où c'est gratuit, où c'est à prix libre. Genre, par exemple, moi, je vais souvent à des shows de drague, c'est prix libre. Donc ça, c'est déjà génial. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, des trucs un peu niche. L'opéra, je sais pas, je suis jamais allée, mais je sais pas combien ça coûte. Je me dis, moi, l'opéra, je sais pas, un jour, on me dit, par curiosité, Alors, il y a des tarifs qui sont faits pour les jeunes, il me semble. Puis à Rennes, on a aussi un truc qui s'appelle la carte sortir pour les personnes qui sont à très petits revenus. Mais oui, en fait. Et puis, non seulement tu as ce frein-là, frein économique, mais en plus de ça, il y a des gens que ça va même pas traverser d'aller au musée parce que on les a pas ouverts à ça. C'est pas dans leur habitude ou juste leurs parents n'avaient pas forcément accès à ça parce que tout le monde n'a pas accès à la culture et ça, je trouve ça trop triste. Ça m'attriste vraiment parce que ça aide tellement puis c'est trop important. Il y a des gens qui n'ont pas accès à ça. Ouais, et puis même des personnes qui vont pousser la porte, déjà il faut réussir à pousser la porte, mais des personnes qui vont pousser la porte du musée des Beaux-Arts ou du FRAC, on va dire, le FRAC à Rennes, qui vont se retrouver face à des choses où quand il n'y a pas de médiation culturelle, ça ne va pas leur parler, ça ne va rien leur évoquer, c'est des choses qui vont... Aujourd'hui, la culture et l'art contemporain, ça dépend, encore une fois, je ne vais pas faire des généralités, mais il y a des choses où, d'un côté, ça va se dire très inclusif et tout ça, et en même temps, tu as l'impression que c'est que pour un public averti, qui a déjà tous les codes, qui comprend tout. Ça va être des trucs très science-fiction, un peu bizarres, et c'est important, c'est super de faire plein de choses, mais je pense qu'il y a un manque de médiation culturelle et d'explication. Je veux dire, même quand nous, tu vois, on a baigné un peu quand même dans la culture, que dans l'art, qu'on a baigné dans l'art, qu'on a eu cette chance-là d'avoir un accès à la culture, au musée, tout ça. Et même moi, je me retrouve face à des choses, des fois, je me dis, mais je comprends rien. Ah oui, moi non plus. Hein. Là, il y a des tableaux au musée des Beaux-Arts, genre c'est juste un truc blanc avec un carré au milieu, je suis en mode... et en fait, ça, je trouve, c'est hyper intéressant parce que, par exemple, il y a Malevich, qui est un peintre russe, si je ne me trompe pas, qui a peint quelque chose qui s'appelle carré blanc sur fond blanc. Donc c'est un carré blanc sur un fond blanc. Et en fait, cet artiste, il a eu tout un cheminement ultra intéressant où de base il faisait des trucs très figuratifs, donc il peignait des scènes de vie, des choses comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, il a essayé sa recherche, c'est une recherche d'absolu, donc il voulait vraiment trouver l'essence même de l'art. Vraiment, il voulait trouver l'absolu, quoi. Et donc, toutes ces formes, au fur et à mesure, elles se sont simplifiées. Ah oui. Et à la fin, il arrive à ça, tu vois. Sauf que quand toi, on t'explique rien et que t'arrives là, t'es en mode moi aussi je peux faire pareil en fait. Exactement. Et en fait, t'as pas du tout ce processus-là qui est super intéressant et qui est limite plus intéressant que la toile elle-même. Bah oui. Et il y a un peintre qui s'appelle Rothko qui fait des très grandes toiles aussi avec des couleurs, des aplats de couleurs. Bon, tu regardes le truc, ça te parle pas. Et moi, ça me parlait pas du tout. Vraiment, c'est un truc, je me disais, ok, mon enfant, enfin, j'ai pas d'enfant, mais j'allais dire mon enfant de 3 ans. Non. L'enfant imaginaire. Mon enfant imaginaire. Non, mais tu sais, tu dis n'importe qui peut le faire, un enfant peut le faire. Et en fait, je suis allée au Tate Modern à Londres où il y a ces 3 tableaux qui sont exposés. Et on m'a expliqué encore son travail, qui est en fait un travail très spirituel. Et de me retrouver dans cette salle-là, avec cet éclairage-là, où les 3 toiles sont grandes, et je sais pas, il y a un truc où j'étais toute seule. Et là, ça m'a vraiment fait un truc. Mais c'est bizarre, parce que ça m'avait jamais rien fait, et là, je dois le voir en vrai aussi, parce que j'avais jamais vu en vrai. Mais
mais Ouais. où t'es un peu écrasé par ça et en même temps ça ressemble à un paysage ça ressemble à la mer par exemple. En fait, ça t'évoque des trucs. Ouais, Et comme on t'a expliqué avant que ce t'as le gars-là, contexte. il part pas de rien. Et donc c'est la première fois, je crois que c'est une des premières fois où des œuvres vraiment abstraites m'ont un peu soufflé, alors que bah c'est visuellement c'est un truc que n'importe qui peut faire, mais en même temps c'est issu d'une recherche. Oui. Et après j'ai encore ce questionnement là, je me dis bah oui, mais est-ce que des gens aujourd'hui qui font ça a déjà été fait en fait? Oui. J'ai envie de me dire essayer de faire autre chose, parce que il y a des, je sais pas, ça m'impressionne plus quand ça vient d'un artiste qui part du début du XXe siècle, où il y a des artistes femmes aussi qui ont fait des trucs incroyables. Aussi beaucoup de spiritualistes ou de gens qui venaient du mouvement spirit, où du coup on a dit forcément oui, mais leur art abstrait c'est pas de l'art, parce que elles disaient qu'elles étaient influencées par les esprits, donc elles ça compte pas parce que c'est pas une vraie recherche artistique. Et ça c'est une vraie question. Mais ouais. Parce qu'il y a Georgiana Houghton, je crois, qui est une peintre qui faisait des trucs où vraiment c'est de l'art abstrait, mais au 19e siècle, tu vois. Okay, donc c'est trop bizarre parce que ça arrive beaucoup plus tard. Bah ouais. Et en fait, on a dit... Alors, il y a toute cette question. Les gens, ils disent, oui, mais c'est pas vraiment une artiste abstraite parce que elle disait que c'était les esprits, donc elle l'a pas fait en connaissance de cause. Oui, bon, tout est bon pour pas dire que les femmes, elles peignent des trucs intéressants. Oui, quelque chose, ce serait bien si l'art était plus accessible quand même. Oui, je suis bien d'accord. Quel a été le moment le plus transformateur dans ton aventure? Bon, alors j'ai mis entrepreneurial, mais artistique, dans ton aventure de vie. Transformateur dans le sens... Attends, la question. Est-ce que, par exemple, il y a un moment, t'as traversé quelque chose, du coup, qui t'a vraiment transformé ou qui t'a fait te remettre en question, qui t'a fait grandir Je sais pas s'il y a eu un moment particulier, mais je pense que de rencontrer mon conjoint, oui. ça m'a ouvert un truc, parce qu'on vient pas du tout du même milieu, et en plus il y a eu des vraies discussions parce que lui il est ultra rationnel, il est quand je l'ai rencontré il était athée, ultra antithéiste, très et aujourd'hui il est agnostique, mais il y a un truc où moi je venais de base, je suis catholique, j'étais catholique, et après j'ai jamais eu un rapport à la religion qui était très tradit du tout, parce que mes parents sont pas du tout dans un truc, ça a été toujours très ouvert, on a sur les autres religions et tout ça, j'avais appris beaucoup et ça m'intéressait vachement, donc il y a eu toujours cette ouverture là. Mais j'avais jamais vraiment rencontré de gens ultra vénères sur le sujet. Et là, ça a été le premier d'une longue série. Tous mes collègues à Louis Lumière, ça a été pendant 3 ans des choses très très violentes qui ont été dites. Ah oui. Et en même temps, je peux pas leur jeter la pierre parce que la religion elle fait énormément de mal. Donc c'est compliqué aussi. Mais et donc j'ai eu des très grosses discussions super intéressantes avec mon conjoint, qui m'ont fait vachement évoluer et qui aujourd'hui, je dirais que je suis plus protestante, parce qu'en fait, les protestants, ils célèbrent les mariages homosexuels, il y a des femmes pasteurs depuis très longtemps. Donc il y a un truc où, ça dépend des protestants, mais l'Église protestante unie de France, c'est un truc... Parce que les évangéliques, par exemple, il y en a qui vont être beaucoup plus traditionnalistes, et notamment aux États-Unis. Mais c'est plus ça, et... Parce que j'avais besoin, je pense, quand même d'un peu d'une communauté aussi, de gens, et en même temps, des fois, je m'y retrouve pas. Oui. Mais j'aimais bien l'idée, j'aime bien la théologie, j'aime bien m'intéresser à tout ça. Et les autres religions, je m'y intéresse beaucoup aussi, et les autres spiritualités. Et je me ferme pas à autre chose non plus, parce que pourquoi pas. Mais là, ça me parle aussi particulièrement pour, je sais pas, je trouve ça chouette, juste l'amour radical, je trouve ça chouette. Et en même temps, je suis pas trop dans une démarche religieuse, mais plus spirituelle. Ok. Et mais en tout cas, il y a eu toutes ces discussions avec lui qui m'ont fait vachement évoluer, et je pense que c'est ultra important d'aller de rencontrer des gens qui n'ont pas du tout les mêmes idées que toi. C'est vraiment essentiel. Quand ils sont respectueux et quand tu es respectueux. Oui, parce que moi, des fois, quand il y a des gens qui n'ont pas forcément le même position que moi, ça dépend, mais des fois, c'est vrai quand tu vas te heurter à quelqu'un qui est vraiment diamétralement opposé avec toi sur un sujet. Bon, ça dépend quoi.
évidemment. Mais il y a des trucs, c'est vrai que... Si la personne elle est raciste, il y a un moment oui, tu bon là, il n'y a vas pas de débat. discuter. Mais moi, des fois, j'ai des avis très tranchés sur certains sujets. Donc après, j'entends quand la personne, évidemment, moi, je respecte ça. Ça dépend de la manière dont la personne amène le sujet, évidemment. Mais des fois, ouais, c'est pas simple, mais t'as raison. Enfin, c'est hyper enrichissant parce que ça permet d'amener un nouveau point de vue. Ouais, complètement. Et de poser des questions que toi, tu t'es jamais posées parce que pour toi, ça coulait de source. Oui, c'est ça. Voilà, moi, j'ai été élevée dans la religion, pratiquant, mais vraiment pas tradie, je le répète. Mais il y avait quand même ce truc où il y a des questions que je m'étais pas posées, quoi. Oui, c'est ça. Et que t'arrives à un endroit, à un moment où on te dit « Ah, tu crois au Père Noël t'es responsable de ceci, cela, de cette violence. Il y a toute la violence aussi dans l'Église catholique de la pédophilie. Toutes ces choses qui sont ultra violentes. Et c'est vrai que moi, j'ai grandi avec des gens qui étaient très ouverts d'esprit, qui étaient, je vais dire un peu cathos de gauche, mais comme les scouts de France qui sont plutôt cathos de gauche. Et donc, j'avais jamais été face à des gens ultra tradis, ultra fermés, ultra intégristes. Donc pour moi, c'est pas du tout quelque chose que je connais. Oui, c'est ça. Ouais. Et sauf que les personnes que j'ai rencontrées, c'est les seules personnes qu'elles ont rencontrées. Enfin, ça va être les Versaillais un peu classiques. Bon, désolé pour les Versaillais, si ils sont. Enfin voilà, mais il y avait ces deux côtés-là où en fait, j'arrivais pas à lier les deux réalités. Ok, ouais. Et de l'image qu'on me projetait. Et eux n'arrivaient pas à lier non plus l'image qu'ils avaient des croyants avec moi. Et donc, il y a énormément de gens à qui j'ai dit que j'étais croyante et et derrière qui n'ont pas réussi, enfin, qui continuent à faire des réflexions en disant ouais, de toute façon les croyants c'est tous des cons devant moi parce que plus tard ils m'ont dit ah non mais dans ma tête t'es pas croyante, c'est pas possible en fait. Bah oui, parce que t'es pas conne. Tu l'es. Non, non. Mais il y a un truc où en fait c'est du niveau de la philosophie et c'est ça qui est hyper intéressant, mais il y avait, enfin, de se retrouver face à des gens qui te disent vraiment direct, moi de toute façon je pourrais jamais être amie avec un croyant parce que ils sont trop cons, parce qu'il faut vraiment être stupide pour encore croire à quelque chose d'autre aujourd'hui. Ben ça s'entend aussi parce que ils ont des expériences différentes, parce qu'ils sont très très rationnels et que mais après je vais me faire taper dessus, mais le plus gros rationalisme, c'est l'agnosticisme, parce qu'en gros, de dire que tu ne sais pas, parce qu'on ne sait pas en fait. Enfin, oui, on sait pas, oui, c'est vrai. Moi, j'en sais rien. Oui, on ne sait pas. Enfin, je sais pas s'il y a un Dieu, je sais pas s'il y a... voilà, après, c'est un truc qui me parle, donc j'y crois. J'ai envie, oui. Ça me rassure pas pour autant, mais voilà. Et en même temps, on ne sait pas non plus s'il n'y a pas de choses supérieures à nous. Je sais pas, moi j'aime bien l'humilité de ça en fait. C'est vrai. Et peu importe comment on l'appelle, l'univers, voilà, il y a plein de façons, mais chacun est libre en fait, et j'aime bien, enfin, d'avoir ce respect-là envers tout le monde. C'est juste que j'ai eu du mal avec un certain mépris, qui était aussi un mépris que je retrouve, par exemple, c'est un peu des gens qui vont avoir enfin ceux qui m'ont fait des réflexions comme ça, qui vont avoir aussi un mépris un peu colonisateur. Ah oui. Parce que ils vont dire en gros oui, bon bah par exemple c'est des gens très très woke hein, mais qui vont dire oui, bah par exemple au Moyen-Orient ils sont musulmans, ils sont croyants, mais c'est parce que eux ils ont le droit, tu vois. Mais dans leur tête, ils le disent un peu en mode parce qu'ils sont pas aussi évolués que nous, tu vois, genre ils ont pas notre illumination, parce que vraiment quand t'es évolué, quand t'es... Et en fait il y a ce discours là qui est genre sous-jacent, qu'ils vont pas dire, voilà, mais le respect qu'ils auront pour des personnes d'autres pays, parce que ce sera en fait finalement un truc un peu coulon, quoi. Ah oui, ok, je vois, bah oui, c'est parce que c'est nous en France, on est évolué, on n'y croit plus. C'est horrible. Et en fait, moi, c'est un truc qui me choque vachement, parce que oui, normal. c'est à quel moment, enfin, oui, en France, on est un pays qui est majoritairement athée, mais il y a quand même 80% de la population mondiale qui est croyante, et notamment en Afrique, il y a beaucoup, beaucoup de croyants. Il y a des vraies questions à poser sur la religion, par contre. Et c'est toujours un truc, moi, je suis la première... J'ai envie qu'on critique la religion, parce que c'est quelque chose qui peut être tellement problématique, qui peut faire tellement de dégâts. Mais la foi, c'est autre chose. Et c'est vrai que je trouve que ça a été un truc où je pense que, en fait, ça influe beaucoup sur mon travail. Je parlais de mysticisme et tout ça. Cette relation à quelque chose de supérieur, c'est un peu bizarre, mais d'au-delà de tout, on va dire. Oui, c'est ça,
Et ben, c'est quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup. Ça me pose beaucoup de Mm. questions. Je me dis, est-ce que... à quel moment je suis dans le faux, à quel moment je suis dans le Ouais, vrai. c'est ça. Surtout en tant que personne qui essaye d'être assez scientifique, Ouais. qui essaye. Mm. Mais voilà, et je pense que ça, j'ai un peu dérivé, mais c'est assez important pour moi de travailler là-dessus et de me dire à quel moment moi je suis aussi pas quelqu'un de très bien, à quel moment je dois être... Oui. Enfin, il faut que j'ai plus d'humilité Ouais. aussi. Et en fait, je trouve qu'on on sait rien, et c'est ça qui est intéressant aussi. Et en même temps, il y a des choses qu'on sait, ou à peu près. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, chacun a ses croyances. Enfin, moi, j'ai mes croyances aussi qui sont très, très personnelles. Moi, c'est plus, je crois, en l'univers. Peut-être, enfin, j'en sais rien ce qui fait l'univers. Et moi, ça m'aide dans ma vie de tous les jours à dire, il y a ça qui est là pour moi et qui m'aide et qui me donne des signes quand j'en ai besoin et qui me met sur la bonne route quand j'en ai besoin. Il y en a, ça va pas leur parler du tout et c'est ok, mais du moment que c'est fait dans le respect des uns et des autres. Bon, c'est très utopique, hein, non, mais c'est super intéressant parce que... Mais s'il y avait un peu plus de respect, ce serait un peu plus simple. Mais bon, un jour. J'espère. Ce serait bien. Il y a, je pense, beaucoup de gens qui ont besoin de spiritualité et c'est important, quoi. Et de respecter ça. Bah ouais, enfin moi je sais que ça m'aide beaucoup et c'est mon père qui, je pense que c'est un peu grâce à lui que je m'intéresse à ça parce que comme depuis petite il en parle à la maison, il a pas mal de livres là-dessus, etc. Et du coup je m'y suis intéressée très naturellement et du coup moi je me définis pas d'une religion ou d'une autre mais juste la spiritualité ça m'intéresse énormément et c'est très vaste. Il y a du tout et de rien, je pense, qui, moi, me parle, évidemment. Mais plus je grandis et plus je tends vers ça, quoi. C'est en plus, c'est des vrais questionnements philosophiques, donc c'est intéressant, quoi. C'est ça. C'est pas juste un truc où t'es très pragmatique, très matérialiste. C'est intéressant d'avoir cette dimension-là aussi, et peu importe quelle forme elle prend, en fait. C'est ça. Alors, je me dis, si je suis sur cette planète, c'est peut-être pour une raison et j'ai envie d'en faire quelque chose de bien, quoi. Et de mettre tes talents... j'ai pas envie de faire du mal, moi je vais faire le bien. C'est essentiel, c'est ça qu'il faut. Si tu pouvais parler à ton toi enfant, que lui dirais-tu ? Je serais gentille avec elle. Arrête de te répéter tous les jours que t'es une merde. Parce que... Je pense que ça, aujourd'hui, là, je me dis que ça joue quand même sur des trucs... Parce que personne n'est aussi méchant avec toi que toi-même. Tes potes, ils vont jamais te dire ça. Enfin, je sais pas si toi, t'as des moments comme ça où tu te dégrades. Si. Et c'est fou, quoi, qu'on soit à ce point-là violent. Et... Ah oui, j'ai déjà des mots envers moi-même, en mode je suis la pire des personnes, je suis une merde, je sers à rien, ce que je fais c'est de la merde. Alors que non. Non. Non, et même la personne... s'il y aura des gens méchants qui peuvent te dire ça, mais ils ne te connaissent pas. Oui. Mais faut... Même des gens qui t'aiment pas trop, jamais ils vont te dire ça. C'est quelque chose qu'on se dit à nous-mêmes qui est vraiment ultra violent et qui a des conséquences. Ouais, bien sûr. Et que... faut pas non plus se dire tous les matins ah là là, je suis vraiment la personne la plus stylée. Tout le monde est en dessous de moi. Personne n'arrive à mon niveau. Oui, bien sûr. Voilà. Mais en fait... Aussi, je pense, alors peut-être que c'est plutôt en tant que femme qu'on est éduquée comme ça. Oui, évidemment, oui. Il y a ce truc-là, on a toujours plus à prouver que les hommes, ça, c'est véridique. Ouais, il y a un truc, faut pas se mettre en avant, faut pas avoir confiance en soi. Oui. Et du coup, clairement, ça marche moins derrière. C'est ça. Mais l'autre fois, j'avais un atelier où, celle qui faisait l'atelier, elle disait quand il y a une offre d'emploi, les hommes ils vont pas forcément réfléchir, ils vont y aller même s'ils sont pas totalement qualifiés, alors que nous les femmes des fois on va être qualifiées pour toutes les tâches à faire pour le poste, même des fois surqualifiées, et on va y aller à reculons parce qu'on doute, à être en mode est-ce que vraiment je suis qualifiée, est-ce que j'ai les compétences, alors que oui on a les compétences, et du coup on va vachement y aller, mais ça c'est parce que on est conditionné comme ça. C'est fou, c'est horrible. Il faut essayer de sortir de ce conditionnement, c'est pas facile. Mais moi, j'essaye de faire ça, de me dire, mais c'est bon, allez, on fonce, et arrêtez de se prendre la tête. Des fois, je me dis, mais je réfléchis tellement, alors que des fois, il y a des mecs qui réfléchissent pas à tout ça, hein, ils se posent pas la question, c'est ça. Est-ce que je suis assez bien ou pas ? Non. Vraiment, il y a des hommes qui se posent des questions aussi, on généralise vachement, mais évidemment, il y a des exceptions. Oui, bien sûr.
Mais c'est juste que on est conditionné vachement comme ça, quoi. Et il y a une femme, une chercheuse qui a écrit, et je vais peut-être encore raconter n'importe quoi, dans les années 70, je crois, un article qui s'appelle « Pourquoi il n'y a pas eu de grandes artistes femmes ?» Et en fait, c'est trop intéressant parce que... Alors ça se trouve, c'est pas du tout les années 70, hein, donc ne me prenez pas au mot. C'est super intéressant parce qu'elle parle de toutes les étapes qui font que ça filtre et que les femmes, à la fin, c'est ultra dur pour elles d'être connues. Et donc, il y a déjà l'étape de, en fonction des époques, elles vont moins aller vers ces domaines-là, de base, déjà. On les pousse moins... Alors, on les pousse à faire de l'art, hein, mais de l'art de la maison, quoi, de la broderie, du tricot. Ouais. Après, j'adore le tricot et la broderie, donc je sais pas pour 10. Mais voilà, des trucs essentiels à la maison. Tu recouds des chaussettes. Ouais. Mais par contre... Et d'ailleurs, tu vois, mes idées, elles vont jamais tout droit. Mais c'est pas grave. C'est les artistes. Ça foisonne. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont fait plutôt du tissage, par exemple. Et donc, il y a déjà cette sélection-là où elles vont pas aller vers des arts considérés comme beaux-arts, donc la peinture et tout ça. Ensuite, quand elles y arrivent, alors déjà, il faut qu'elles fassent des études. On en prend moins. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, à l'époque. Aujourd'hui, il y a plus de femmes quand même aux beaux-arts. Et puis ensuite, il faut qu'elles aient les bons contacts. Donc, mais elles vont être moins présentées dans les musées. Il va falloir qu'elles se battent beaucoup plus. Et puis, si jamais elles ont des enfants, imaginons, et ben, elles vont être... ça va être beaucoup plus dur après de continuer une carrière artistique. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a eu les femmes artistes qui sont assez connues au 19e, 20e siècle. Il y a beaucoup de femmes qui étaient des femmes lesbiennes, qui étaient... parce qu'en fait, elles ont une liberté que les femmes en couple hétéro n'ont pas. Quoi. Et elles ont aussi un soutien que les femmes en couple hétéro avaient peu. Je pense qu'il y a un truc où il y a beaucoup d'hommes... et encore une fois, c'est une généralité, mais 19e siècle, c'était quand même une des pires périodes pour les femmes, je pense. Mais il y avait beaucoup il y a beaucoup d'hommes qui sont un peu impressionnés quand leur femme, elle brille un peu trop. Donc, c'est ça. Voilà, ça les intéresse moins. Et puis derrière, il y a aussi toute la mémoire. Donc, ces femmes qui ont créé... En fait, leurs œuvres, est-ce qu'elles vont être montrées sur les années suivantes ? Ça va être encore sélectionné là. Ouais. Et donc, ce qu'on a, nous, aujourd'hui, et on retrouve un peu aujourd'hui, il y a des poétesses, il y a des artistes peintres, enfin, il y a des artistes, il y a toujours eu, en fait, mais il y a eu tellement de sélections, et c'est comme toutes les minorités, parce qu'il n'y a pas que les femmes, mais il y a toutes les minorités de genre qui aussi ont été sélectionnées, qu'on ne voit pas, qu'on n'a jamais vues, qu'on a cachées, et en fait, c'est pour ça qu'aussi dans les musées, c'est, je ne sais plus quelle est la proportion d'hommes dans les musées, mais qui sont exposés. Mais c'est délirant. Et du coup, ça aussi, ça ne pousse pas les filles à avoir envie d'en faire. Et tu as tellement d'obstacles. Et puis là où, moi, je vois même aujourd'hui, après avoir fait mon école de photo, les hommes, ils se serrent les coudes, ils se soutiennent, ils s'appelaient pour faire tel job. On était moite-moite dans notre promo. Ouais. Mais les filles, elles n'étaient pas trop appelées pour les jobs. Et j'ai une amie il y a plusieurs trucs qui lui sont passés sous le nez parce qu'il faut faire bosser les copains. Et donc, nous, on a hyper intérêt à se soutenir les unes les autres aussi parce que les autres le font. Donc, l'idée, c'est que tout le monde se soutienne. Je pense que c'est ça, ça qui serait le mieux. Oui, bien sûr. Mais il y a toute cette sélection-là. Et en fait... pour les femmes, c'est vrai qu'il y a un truc où elles sont peu exposées, on en connaît beaucoup moins. Oui, et puis celui qu'on va mettre en avant, c'est Picasso, le pire mec, quoi. Oui, lui, pitié, hein. J'en peux plus. On arrête avec Picasso, ça y est. On va dire un nom de peintre femme. Frida Kahlo. Voilà, Frida Kahlo, super. Non, mais c'est vrai, quand tu demandes aux gens, cite-moi 3 peintres féminines. Moi, j'ai pas. Hein. Culture peinture, j'ai pas trop. Mais quand tu demande aux gens, cite-moi des peintres, direct c'est avec des hommes. Franchement, c'est difficile. Picasso, Dali, c'est pareil, hein, c'était pas, c'était pas le meilleur type non plus. Pas sans non plus. J'adore ce qu'il fait, mais du coup, humainement. Oui, pas foufou. Mais ouais, tu te rends compte que c'est super dur. Et aussi en écriture, aussi en poésie. Oui. Non, mais je peux dans tous les domaines. Hein. Ouais, ça de toute façon. Hein. Malheureusement. Y a-t-il une œuvre, musique, un ou une artiste qui a changé ta manière d'exercer ton métier ? Oui, exercer mon métier, sachant qu'en fait, ça m'a changé mon métier, je crois. Quand j'étais au lycée,
J'ai découvert les œuvres des sœurs Brontë dont je te parlais. Donc quand on s'est rencontrés, j'avais mon pull avec marqué Charlotte Brontë, Jane Eyre. Et pour moi, ça a été une révélation parce que, en fait, j'ai commencé par Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, donc qui est sa petite sœur. Et parce que, en fait, le titre me plaisait trop. Je trouvais que c'était trop beau comme titre. Et je me dis, Les Hauts de Hurlevent, il y a un truc un peu, ça fait rêver, c'est un peu glauque, il y a du vent, il y a de la tempête. Effectivement, ce livre est terriblement glauque. Tous les personnages sont abaffés, mais et c'est dur à lire, je trouve. Mais il est super, c'est génial, mais tous les personnages sont épouvantables. Et en fait, j'ai un peu découvert l'écriture des femmes par là, parce que à l'école, j'ai pas étudié une seule femme. Mais c'est ça à l'école. Hein. Alors je crois que à mon époque, de mon temps, quand il y avait les anciennes sections, en L, ils étudiaient La Princesse de Clèves. Ah si ça me dit quelque chose. Mais si je crois que je l'ai étudié. Ah c'est vrai ? Je crois, ça me dit quelque chose. Ah bah c'est possible. J'étais en L. Ouais, à mon époque aussi, c'était la L. On est vieille. Je crois que c'est une des rares qui était étudiée. Peut-être George Sand aussi un peu, mais Madame de Lafayette, c'était un peu... Si, je l'ai étudiée, je suis sûre. Ouais. Bah, tu vois, c'est hyper rare. Hein. Bah oui. C'était la seule, je crois. Hein. C'est la seule. Là, cette année, j'ai vu qu'il y avait... j'ai plus son nom, mais elle est québécoise. Et c'est la première québécoise qui était au bac de français, donc trop chouette. Trop chouette. Et en plus, elle est jeune. Enfin, genre, elle est vivante. Mais non, mais c'est fou. Si elle passe par là. Petite pensée, j'ai oublié ton nom, désolée. Et ouais, en fait, ça a été un peu une révélation de l'écriture féminine. Parce que, donc après Les Hauts de Hurlevent, j'ai lu Jane Eyre de Charlotte Brontë. Et pour moi, ça a été en fait, c'est trop bizarre, mais de se voir dans un livre. Ah, ok. Ouais. Surtout un livre qui est écrit 200 ans avant. Ouais, putain, oui. Mais c'est à la première personne. Et en fait, le personnage principal, moi, j'ai eu un choc un peu. J'ai l'impression que c'était un peu ma personnalité, tu vois. Ok. Et il me parlait sur plein de niveaux. Et après, il y a aussi plein de questionnements éthiques par rapport à ce livre aussi qui sont intéressants. Okay. Parce que c'est des personnages qui sont un peu gris. Enfin, genre, ils sont pas parfaitement gentils. Ouais, c'est comme tout être humain. Et c'est super intéressant. Et donc voilà, j'ai un peu découvert par ce biais-là. Et après, j'ai lu tous les Brontë. Donc il y a aussi Anne qui est incroyable. C'est la plus petite sœur, qui est très peu connue. Et qui, elle, a écrit un roman où il y a une femme qui fuit son mari violent. Et ça, au milieu du 19e siècle, ça, ouais. C'est ultra rare. Et elle vit de son art, elle est peintre, tu vois. Ah oui, ok. Et en fait, c'est 3 filles de pasteurs, en plus. Donc leur père était étonnamment super ouvert à l'époque, parce qu'il leur a fait lire plein de trucs. Cool. Et il les a soutenus quand il a appris qu'elles avaient écrit. Très rare. Hein, oui, vraiment. Ouais. Et puis elles viennent d'un milieu social, classe moyenne, enfin pas classe moyenne, mais assez pauvre, à 100 livres de rente par an pour 6 enfants. Je sais pas si on se rend trop compte, mais dans Orgueil et Préjugés, je crois qu'il a 20 000 livres de rente. Ah oui, ouais. Et eux, ils ont 100 pour 6 ans, pour 7 personnes, je crois. Oui. Voilà, donc c'est pas le même niveau social. Voilà, tous les enfants sont morts de la tuberculose, à peu près. Typhus ou tuberculose, avant. La plupart à 30 ans. Ah oui. Et Charlotte Brontë, la plus vieille, à 38 ans, morte enceinte. Okay. Donc voilà, c'est catastrophique. Leur histoire, elle est très dure. Ouais. Et en même temps... Et donc, elles ont eu un frère qui a écrit aussi, mais lui qui était opiomane, donc qui s'est un peu tiré une balle dans le pied, qui est le seul pourtant qui a pu avoir cette éducation qu'avait le droit. Mais je trouve qu'il y a une histoire de sororité qui était trop belle, de voir qu'elles se sont toujours soutenues. Et là, j'ai lu une biographie de 1200 pages en anglais. Ah oui, t'en avais parlé quand on s'était rencontrés, je crois. Du coup, tu l'as fini ? Yes, je l'ai fini. J'ai des griefs contre cette autobiographie, contre cette biographie, parce que l'autrice, qui est une Anglaise, ça date des années 90, mais elle a des biais justement un peu misogyne. Ah oui ? Donc par exemple, le frère, à un moment, il fait une dépression terrible, et elle dit oui, mais le pauvre, voilà, et elle justifie sa dépression et tout, et c'est bien, genre c'est très positif, c'est genre faut pas lui jeter la pierre, tu vois. Oui, bien sûr. Mais quand Charlotte Brontë fait aussi une dépression parce que pour à peu près les mêmes raisons, parce qu'elle était amoureuse d'un homme qui n'était pas amoureux d'elle, et puis le contexte était difficile. Ouais. Là, elle dit oui, elle se non, je vais avoir l'air trop bête parce que j'ai le mot en anglais et ça fait trop je me la pète. Non, tu peux. C'est comme je l'ai lu en anglais. Vas-y. En gros, elle dit qu'elle se roule un peu elle dit she wallows in self-pity. Donc c'est genre elle se roule dans son autoflagellation. Ouais. Et à chaque fois, c'est des trucs ultra. Ah ouais, c'est bizarre. Où par exemple, elle a poussé ses sœurs à écrire et à publier. Et
elle dit oui, elle est trop bossy, enfin, elle les pousse à faire des trucs, elle est tellement ambitieuse, mais genre négativement. Ah ouais. Et je me dis, bah non, justement, c'est trop bien en fait, bah oui. c'est stylé, sinon on les aurait pas connus. Donc il y a un peu ces biais-là où ça, j'étais pas contente, surtout qu'il y a plein de lettres qui contredisent aussi certains propos. Ouais. Mais bref, si je parle là-dessus, je vais partir pour 3 heures. Et donc tout ça pour dire que ça m'a ouvert à une écriture féminine qui est assez différente parce que il y a un truc super intéressant de l'écriture des femmes, c'est au niveau de la psychologie. Là où je lisais je lisais que des hommes avant. Hein. J'étais fan de Fitzgerald, Gatsby le Magnifique et tout ça, où il y a aussi des petits problèmes, il y a aussi des petits trucs qui sont un petit peu particuliers. Et donc, en plus, quand j'étais gamine, j'étais très not like the other girls, enfin, genre, les filles, c'est trop nul. C'était une pick-me. J'étais une pick-me à 100, mais l'horreur, hein, vraiment. J'espère que j'ai réussi à dépasser ça aujourd'hui à 30 ans. Mais ouais, non, parce qu'on te montre tellement les femmes comme c'est nul, et puis tous les trucs stylés que vous pouvez faire, c'est les hommes qui peuvent le faire. Ça a été, voilà, donc j'étais trop garçon manqué, pick-me, voilà. Donc, écoute, t'as mérité ta solitude d'enfant. Mais ouais, et du coup, je lisais beaucoup d'hommes qui, en fait, faisaient des personnages féminins unidimensionnels. C'était pas intéressant. Et c'est pour ça, les personnages masculins étaient trop cool. Ouais. Donc, on se projette dedans. Et après, de découvrir cette écriture-là féminine, il y a un truc où il y a un auteur qui s'appelle Douglas Adams, Adams, peu importe. Désolée pour lui, qui a dit qu'il y a une phrase où c'est comment un cavalier peut passer la journée sur le dos de son cheval sans penser à son cheval, mais un cheval ne peut pas passer la journée avec un cavalier sur le dos sans penser à son cavalier. Et je lisais un article qui disait que cette phrase, elle représentait bien l'écriture des femmes ou des minorités. Ouais. Parce que là où ces hommes blancs qui écrivaient des trucs, en fait, ils écrivent de leur point de vue et ils pensent pas du tout à ce qui les entoure. Bah non. Là où une femme qui vient d'une classe pauvre, qui écrit, elle est obligée de voir tout ce qui agit sur elle, sur sa vie, sur de sentir le poids comment. C'est intéressant, ils sont pas unidimensionnels et parce qu'il y a des trucs ridicules dans certains livres. Où pour décrire une femme, on va décrire comment ses seins bougent quand elle descend les escaliers, quoi. Et ça, je peux plus. Mais et voilà. Et je pense que ces œuvres-là, elles m'ont vraiment ouvert à ça, à ce fait que il y avait une possibilité de voir le monde sous un angle beaucoup plus comment dire, de pouvoir décrire toutes ces différences de société, et puis ça m'a ouvert aussi au fait que moi j'étais une femme et que ça pouvait être cool. Et c'est important en fait. Oui, carrément. Et de se dire, bah non, on peut aussi... on est cool en fait. Enfin, pourquoi on serait pas... Donc ça m'a vraiment déshabillée de mon état de pick-me. Ça t'a rendu quoi. Voilà, c'est ça. Toute ma misogynie internalisée, elle a fini par partir par la fenêtre. Enfin, peut-être pas toutes, parce qu'on en a toujours, malheureusement. Mais je pense que c'était hyper important pour moi de passer par là. Et aujourd'hui, ça fait du coup ça fait genre 13 ans que j'ai lu. Et j'ai relu, mais ça me parle toujours. Il y a toujours un nouveau truc qui me parle et qui agit sur mon travail, sur ma façon d'aborder les personnages. Là, le travail que je fais en ce moment, donc je te disais, j'ai eu 2 semaines de résidence à la Maison du Livre à Becherel et je vais encore avoir 2 semaines. Et c'est autour d'un personnage qui a été retrouvé assassiné, et dans les années 30. Et en fait, c'est toute la construction de ce personnage, toute son histoire. Et ses relations aussi avec les femmes et avec l'écriture. Et parce que les femmes, on leur vole beaucoup leur travail aussi, donc c'est ça qui m'intéressait. Et je pense que, notamment, surtout sur le côté des relations interpersonnelles, de la psychologie des personnages, et aussi de la nature, de tout l'aspect gothique un peu de la nature, mais c'est quelque chose qu'on appelle le female gothic. C'est en gros les femmes qui ont écrit des romans gothiques dans le 19e siècle. Elles ont un rapport à la nature et à l'inquiétude qui est très très particulier, parce que tous les éléments forment une sorte de menace. Ah oui, ok. Et il y a une étrangeté que seules elles peuvent percevoir. Ok, je vois. Et c'est assez différent des romans gothiques masculins. Ouais, ok. Et donc ça, je trouve ça hyper intéressant aussi d'avoir ce truc de l'étrangeté de la nature. Et enfin voilà, et donc je pense que c'est vraiment là-dessus que c'est des œuvres écrites pour le coup qui m'ont vraiment transformée, je pense.
Ok, bah, trop chouette, trop intéressant. J'ai saoulé personne avec ça parce que vraiment je peux partir si longtemps. Je suis désolée. Bah non, mais ça se voit que genre ça te passionne et que ça t'a transcendé et en vrai c'est trop intéressant parce qu'on a tous et toutes des œuvres qui nous ont marqués et puis ça nous construit aussi quoi. Toi, il y a des œuvres comme ça qui t'ont marqué fortement? Ça me vient pas comme ça, mais moi ça va être surtout la musique. Hein. Ouais. Je reviens toujours faire un lien avec la musique vraiment fort. Et enfin ça me suit tout au long de ma vie. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui comme si c'était une personne qui m'accompagnait. Vraiment c'est. Enfin il y avait un artiste que j'écoutais beaucoup quand j'étais au lycée. Et qui s'appelle Lil Peep, c'était vraiment une musique triste, hein, vraiment. Et en plus, il est décédé vraiment de manière tragique quand j'étais au lycée. Et je me rappelle quand il est mort, j'ai cru que j'allais partir avec lui. Hein. Moi, ça m'a mis, mais en plus, vraiment, sa mort était horrible. Et j'ai eu des images et tout, enfin bref. Faut pas me mettre sur le sujet, mais c'était horrible. Et il est mort très, très jeune, je crois qu'il avait 21 ans, enfin il allait très mal, etc. Et ça m'a vraiment marqué. Parce qu'il y a d'autres artistes que j'aime beaucoup qui sont décédés, il y a Mac Miller par exemple. Ouais. Et quand il est mort, bah, ça m'a pas autant marqué, mais je pense que c'est Lil Peep à cette époque-là de ma vie, c'était vraiment un refuge que j'avais. Enfin, je me réfugiais vachement dans sa musique parce que bah, ce qu'il disait dans ses sons, enfin, ça me parlait beaucoup. Et c'est très rare, enfin, il y a vraiment cet artiste-là qui me marque. Enfin, il y a plein d'artistes que j'aime énormément, mais lui, je sais pas, il m'a marqué. Je réécoute de temps en temps. Donc je dirais ça. Après, je suis sûre qu'il y a des photos qui m'ont marqué, ou même des films, mais pas autant. Ouais. Alors, elle me dit, oui, ce film-là, je l'aime beaucoup, mais ça m'a pas transcendé. Je suis sûre qu'il y a des bouquins aussi, ou de la poésie. Il y a une artiste, enfin une autrice qui s'appelle Whitney Hanson. Je connais pas du tout. Elle est américaine. Elle a écrit plusieurs recueils du coup en anglais et c'est pour ça que j'aime autant la poésie parce que c'est trop ce qu'elle a écrit c'est super doux, c'est hyper comment dire, j'allais dire poétique, bah oui c'est de la poésie donc oui non mais toi je vois ce que tu veux dire. Moi j'aime beaucoup les trucs contemplatifs ou parler de la vie réelle même en termes de photos et de cinéma, mes trucs préférés, c'est vraiment quand c'est ancré dans le réel et quand c'est des histoires sur des vraies personnes qui vivent des vrais trucs et tout. Et dans la sensation aussi, est-ce qu'il y a un truc par rapport aux sensations différentes? Ouais, c'est ça, quand je dis de la poésie ou c'est des trucs vraiment tout bêtes. Je sais pas, des fois, écrire sur, je sais pas, la pluie, moi, j'étais en mode, ah mais oui, c'est trop bien la pluie. C'est ça qui est génial, c'est vraiment qu'ils arrivent à rendre un truc ordinaire vachement poétique. Et c'est vraiment Whitney Hanson, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit, ça se lit super bien. Et maintenant, elle fait de la musique et tout. Enfin, elle est vraiment hyper douce. Genre, elle lit ses poèmes face cam sur Instagram. En plus, elle a les yeux verrons, donc je la trouve vraiment super belle, très douce et tout. Cette autrice-là, j'aime beaucoup aussi. Ah, c'est super inspirant. Hein. Ouais, bah c'est ça donne envie d'écrire. Même en film, il y a un film qui s'appelle Priscilla, Folle du désert. Ah oui, et ce film est génial. C'est trop drôle. C'est un de mes films préférés. Il date des années 80. Ouais, il date un peu. Ouais, je sais plus. Et je sais que ma mère, elle adore ce film-là, du coup. C'est trop drôle. C'est grâce à mes parents, en termes de culture, j'ai vraiment de la chance là-dessus. Ouais. Et du coup, ce film-là, je l'adore. Il y a Captain Fantastic aussi, que j'aime beaucoup. Il y a quoi ? Enfin, en vrai, en film... ou tous les Ghibli, en vrai, incroyable. C'est on incroyable. peut en parler des heures. Il y a trop de choses à dire. Puis les personnages féminins dans les Ghibli... Mais oui, je sais pas comment c'est possible, parce que vu la place des femmes au Japon, je sais pas comment il a réussi à écrire des trucs comme ça, mais c'est vraiment, ça, vraiment trop fort. Mais non, film... Il y a vraiment des films, mais il y a des trucs problématiques, mais c'est vraiment les films de mon enfance, genre Grease et Dirty Dancing. Ah oui. Mais moi, il y a des trucs très problématiques dedans. Oui, il y a des choses qui vieillissent mal, mais après, c'est aussi... Mais en fait, c'est lié à mon enfance, parce qu'avec ma sœur, Dirty Dancing, on a dû le regarder genre 1 milliard de fois. Enfin, on le mettait sur la télé, on avait le DVD. Enfin, ça, c'est associé à des souvenirs d'enfance, quoi. Donc, faut prendre et laisser. Hein. Quand c'est des souvenirs, c'est des trucs ça. très, très émotionnels. Enfin, t'as un rapport très émotionnel à ces films-là. Ça, c'est un peu la Madeleine de Proust, quoi. Dirty Dancing, je le regarde. En plus, les musiques dedans sont incroyables. Oui, bien sûr. Moi, je les adore. Donc, ça me replonge dans des périodes de ma vie où il y a des moments où c'était un peu plus léger, quoi. Ouais. C'était chouette. Très rassurant. Quels doutes reviennent le plus souvent et comment les traverses-tu ? Est-ce que ce que je fais, c'est intéressant ?
Est-ce que c'est... Oui, je suis tenue. Oui, mais c'est gentil. Mais est-ce que ça sert à quelque chose aussi? Enfin, Ouais. alors que normalement, quand tu fais de l'art, c'est pas censé être utile. Enfin, il y a un truc où c'est peut-être la seule chose où, pour le coup, c'est très anticapitaliste parce que tu dis ça, c'est l'inutile, quoi. Et c'est la beauté. Et c'est la beauté, enfin, ou pas forcément la beauté, mais ça peut être l'émotion, ça peut être... mais ça n'a pas une utilité, en tout cas directe. Après, ça sauve des vies quand même. Oui, bien sûr. On le note. Oui. Mais il y a ça. Et puis, en ce moment, je suis dans un espèce de mentorat d'écriture pendant l'année avec un organisme qui s'appelle Livre et Lecture en Bretagne, qui est l'organisme régional qui suit les auteurs, les libraires et tout ça. Et en fait, je suis avec 11 autres auteurs-autrices qui sont jeunes. La plupart sont plus jeunes que moi. Et ils écrivent super bien. Surtout de la poésie. Et beaucoup d'autofiction aussi. Et là, j'ai des terribles doutes à chaque fois. Parce que c'est sûr que, en plus, je fais quelque chose qui est très différent. Je ne suis pas du tout dans l'autofiction. Là, le projet que je travaille dans cette espèce de mentorat, c'est un roman... fiction imaginaire et en plus j'ai pas du tout fait d'études dans les lettres, pas du tout, c'est quelque chose que je travaille toute seule et je lis, mais ça, voilà, et du coup j'ai pas cette légitimité là, enfin je me sens pas légitime. Je vois. Et ça va être des doutes là-dessus. Pour la photographie, ça fait plus longtemps que je m'installe un petit peu. Après, je suis toujours super angoissée en permanence. Pareil. Je pense même si tu bosses pendant des années, t'as toujours cette peur-là. Bien sûr, de pas faire assez bien. Oui, surtout quand ce que tu disais, tu travailles avec des clients directs. Il y a de l'affect quand c'est des mariages ou quand c'est des, des photos perso et tout ça. Et puis voilà, là j'ai bossé pour Wolfgang Tillmans, qui est un grand photographe qui a fait une expo au Centre Pompidou. Et j'ai travaillé 2 fois pour lui pour cette expo. Et pour moi, c'était ultra stressant parce que voilà, il est super connu. Alors, bon, par contre, j'ai vraiment une culture terrible parce que je suis censée être photographe et j'y connais rien. Je le connaissais pas alors que, tout le monde m'a dit « Mais quoi ?» Je le connais pas non plus. Hein. Merci parce que franchement, je me suis sentie... Wolfgang Tillmans, mais il est super connu. Il a fait la pochette d'album de Frank Ocean. Ah, c'est lui? Oui, tu vois, tu connais. Je vois l'image, mais je savais pas que c'était lui. Ok. Voilà. Et moi, j'avais pas du tout capté non plus. Enfin, on connaît pas. Tu sais, des fois, tu vois les images, mais tu revois la pochette, tu vas pas dire c'est qui a pris la photo. Enfin, des fois, ça. Oui, mais des fois, c'est quelqu'un de son équipe. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, elle est stylée. Donc ça, c'était un peu. Je me suis... Enfin, c'est les regards des gens, les réflexions des gens. C'est chiant ce mépris là, on peut pas tout connaître, c'est bon. C'est tellement riche. Énorme. Et oui, ça y est. Donc du coup, quand je l'ai rencontré et tout ça, et j'avais lu plein d'articles sur lui avant parce que je me suis dit oh là là, mais si j'arrive... Mais d'un côté, ça peut être bien que tu le connaisses pas parce que du coup, t'en fais pas en mode un mec, c'est oh là là, c'est un giga photographe. Du coup, t'es en mode c'est hyper. Exactement. Je sais pas comment dire, beaucoup l'impression en fait. Enfin... c'est ça, t'as moins l'impression. T'es peut-être moins impressionné. Oui, moins impressionné. Tu prends un photographe lambda, quoi. Ouais. Oui, c'est quelqu'un avec qui alors je que bosser. Non, mais... Alors que bon. Mais je m'attendais pas non plus à ce que l'expo, parce qu'il y a eu 200 000 visiteurs, ça a été c'était pour la fermeture du Centre Pompidou, ça a été une belle expo. Et lui était adorable. Ok, trop bien. Je peux le dire, il était vraiment super gentil, super intéressant, et il m'a montré parce que je filmais pour lui en fait. Ah oui, ok. Et il m'a montré comment est-ce qu'il voulait que je filme parce que lui il est réalisateur, donc il a une façon de cadrer qui est très spéciale. Donc il me disait je t'emmène pendant 2 heures, je te montre comment je fais mes plans et t'essayes de faire pareil. Et c'est trop. Et toi t'as des anecdotes par contre, c'est incroyable. Hein. Avec plus on vieillit, plus on a des anecdotes. Ça va. T'es pas non, ça je suis pas croulante encore. Mais non, mais ça c'était fou et pour le coup le doute absolu quoi. Moi j'aurais eu trop la pression. Hein. Ah mais en fait je me suis fait un limbago de fou. Les 2 fois où j'ai filmé pour lui, j'ai eu un limbago derrière. Tu m'étonnes. Je pense que j'aurais été comme toi. Hein. Quelle angoisse. Ouais. Mais tant mieux s'il était cool. Ouais, heureusement, parce que sinon... Sinon, ça va être un gros connard, là. Oh la vache, ça aurait été terrible. Un gros misogyne. En plus, j'avais rendez-vous avec lui dans son hôtel. J'arrivais à Paris à 21h. Et non, mais ça a été une angoisse pour moi au début parce que je le connaissais pas. Et on me dit, le Centre Pompidou me dit, écoute, tu vas le voir dans son hôtel à 22h. Je me dis, oula. What the fuck? Non, mais déjà, comment le plan ça? Mais, oula. Et en fait, donc, j'ai googlé tout de suite.
Et je vois que c'est quand même un membre très actif de la communauté homosexuelle, qui a fait énormément de choses pour la communauté oui, c'est pas n'importe homosexuelle. qui. C'est pas n'importe qui, il est hyper investi. Et bon, déjà, le fait qu'il soit gay, je me suis dit, je vais pas me faire agresser. Ouais, tu dis ça rassure. Franchement, ça peut paraître très con, mais c'est hyper rassurant en tant que meuf. Oui, hein. Oui, franchement, ça m'a enlevé un poids tout de suite, parce que je me suis dit, je vais voir un homme de 60 ans dans son hôtel. Ça va à 22h. Oui. Et en plus, lui, il a été trop cool parce qu'il a dit, on va à la terrasse de l'hôtel dehors. Ouais. Donc voilà, il n'y avait pas de... pas de trucs bizarres. Bizarre, dans sa chambre. C'est vrai que ça fait... Des fois, c'est des trucs où ça rajoute un poids. Non, mais en question, quand t'es une meuf, oui, tu te poses ces questions-là. Quand si ça avait été de mec à mec, le mec, il serait pas posé la question. Ah ouais, à 0 moment, hein. Et c'est vrai que là, y a... forcément, nous, on est sur nos gardes, mais il y a des raisons pour ça. Bah oui, évidemment. Donc, ouais, heureusement... Voilà, ça s'est super bien passé, mais ouais, il y a ce doute de me dire je suis pas à la hauteur tout le temps. Et même quand tu fais des trucs et que ça se passe bien, t'as toujours la petite voix derrière qui dit mais non, mais t'es pas capable. Pourquoi tu fais ça ? T'es pas à la hauteur, quelqu'un va mieux le faire que toi. Et puis c'est pour la photo, pour l'écriture, pour tout. Et forcément, on est toujours moins bon que d'autres gens. Oui, mais on est meilleur que d'autres gens. On est meilleur que d'autres gens aussi. Et puis on travaille, c'est un cas important, quoi. Oui, c'est ça. T'as fait un truc de fou, hein. C'est trop bien. Ouais, je suis contente, mais j'arrive. Et puis c'est dur de prendre les compliments aussi, mais à chaque fois, c'est un peu un truc où tu dis oui, mais ça, j'ai eu de la chance. Ça s'est bien passé parce que j'ai eu de la chance, pas parce que j'ai bossé, pas parce que je me suis donnée, pas parce que j'ai eu un lumbago pendant 2 semaines après tellement j'ai porté 9 kilos à bout de bras pendant 8 heures de suite. Mais ouais, on est toujours à douter de nous, à se dire qu'on ne sera pas assez forte, pas assez bonne, pas assez sympa, ou alors lourde. Enfin, moi, je sais que là, après ce podcast, je vais tout me refaire dans la tête et je vais me dire mais Charlotte, t'as été relou. Non, en fait, si tu m'avais fait chier, je t'aurais pas invitée. Vraiment, hein. Non, mais vraiment, quand on s'est rencontrés, on a été à côté. Moi, je dis c'était pas pour rien. Moi aussi. On s'est assises à côté. Et on avait discuté un petit peu, mais toi, j'avais bien senti ta vibe. Et c'est pour ça que je t'avais proposé après qu'on mange ensemble, parce que je me suis dit que t'es gentil, t'es cool, on partage plein de trucs communs. Donc... Enfin, j'invite pas des gens que j'aime pas. Sinon, y a pas d'intérêt. Donc, ne t'en fais pas. Trop bimi. Tout va bien. C'est vrai que genre avec toi, il y a un truc où il y a un feeling qui est facile. C'est ça. Ouais. Je trouve ça trop cool et tu le sens tout de suite quand tu rencontres des gens. Et souvent, on se met à côté de gens et qui... Ouais, c'est ça. Genre vraiment instinctivement... La première personne à qui j'ai parlé dans mon BTS, c'est mon conjoint actuel. Bah voilà, tu vois, c'est fou. Et je me suis assise à côté de lui. Bah ouais. C'est incroyable, c'était le destin. C'est le destin. Si tes créations devaient laisser une seule sensation aux gens, laquelle aimerais-tu que ce soit ? Ah, c'est super intéressant. Il y a un truc que j'essaye de développer un peu, enfin, qui a un espèce de sentiment qui m'intéresse, ou sensation, qui n'a pas vraiment de mots en français. Ok. C'est une espèce de mélancolie agréable, positive. Oui, je vois, ok. Et en breton, il y a un mot, à peu près, c'est iraes. Ok. Et en gallois aussi, c'est le même mot. Et ça veut dire en gros, sauf qu'eux, ils ont plus le côté nostalgie, le fait d'attendre quelque chose qui va revenir, mais peut-être pas forcément. Il y a un truc par rapport au paysage aussi. C'est un espèce de sentiment global en rapport avec le paysage et en rapport avec l'attente. Mais il y a ce côté nostalgique. Moi, la nostalgie, ça me pose un petit peu des soucis quand c'est trop conservateur. Mais ouais, et ce truc de mélancolie positive, je l'ai travaillé... j'ai fait un projet artistique autour de ça et où c'était un livre de photos et de poèmes en blackout poetry dont je parlais tout à l'heure. Et parce que j'essayais de retrouver, d'évoquer chez les gens ce sentiment-là. Okay, ouais. Et je pense que c'est ce que j'essaye toujours d'évoquer dans mes photos de paysages ou des choses comme ça. C'est un truc en rapport avec la lumière, la mélancolie. Mais oui, c'est une mélancolie qui est pas la dépression terrible, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc, pour ce travail-là, à l'époque, j'avais essayé de trouver un mot pour l'exprimer. Ok. Et donc, je m'étais... comme j'adore les mots... Étonnamment, finalement. Tous les mots sont super. J'étais allée... donc, j'allais chercher. Donc, il y avait aussi tous ces termes, genre saudade aussi. En portugais, tout à fait, exactement. Et donc, il y avait pas mal de mots comme ça. Mais c'était pas vraiment ce que je voulais. Et je crois que c'est Victor Hugo qui disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Ouais.
Ok. Et pour moi, c'était ça un peu que je cherchais, tu vois. Ouais, mais je sans capte. qu'il y ait ce côté ultra masochiste. Oui. Et donc, j'ai regardé, enfin, en gros, le mot mélancolie, c'est la bile noire. C'est mélas, c'est le noir en grec, et collier, c'est la bile. Ok. Parce qu'ils pensaient, avec la théorie des humeurs, qu'on avait une bile noire, une bile jaune, et, ou plusieurs couleurs. Et qu'en gros, la bile noire, bah, c'est les humeurs négatives, c'est la tristesse, c'est un truc très négatif. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être une autre couleur pour évoquer ça, et c'est le bleu qui m'est venu, parce que le bleu, c'est la couleur des romantiques allemands, Goethe, il a pas mal, je crois que Werther, il l'habille en bleu, je sais plus, enfin, il y a tout un truc par rapport au bleu, de poètes aussi, il y a un poète qui s'appelle Novalis, qui a travaillé beaucoup en rapport avec le bleu, puis c'est une couleur qui a pas vraiment de... Enfin, en gros, j'ai lu le livre de Michel Pastoureau, que je recommande, qui est un historien de la couleur, et qui a écrit... des livres sur les couleurs, leur histoire et comment elles étaient perçues. Donc tu parlais du vert qui était ta couleur préférée, qui a été très très mal perçue pendant longtemps. Ah oui. Et c'est super intéressant de voir tout ce que ça évoque, l'évolution. Et le bleu, ce qui était trop intéressant, c'est que le bleu, ça n'avait pas de nom à l'Antiquité. Enfin, en gros, il désignait pas le bleu. C'était donc tu as un peu l'impression que c'est une couleur qui voit pas, mais alors que c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de la mer. Mais il y avait d'autres termes. Il y avait par exemple le mot ciel. Et donc voilà, il y avait plein de choses par rapport au bleu qui est devenu la couleur préférée aujourd'hui. C'est la couleur généralement préférée par les gens parce qu'elle est quand même pas trop politisée, on va dire. Enfin, c'est un peu bizarre à dire. Pas trop connotée peut-être. Elle est assez, elle fait consensus. Le bleu, c'est le jaune, tu vois, ça peut être un peu agressif, ou ça peut être un peu trop connoté les riches, machin. Moi, j'adore le jaune parce que c'est le soleil, mais je trouve ça cool. Mais ou le rose, bah, c'est les filles, voilà. Et bizarrement, le bleu, on pense moins au bleu, c'est les garçons, parce qu'il y a plein de nuances de bleu aussi, mais il y a un truc où le bleu, c'est quelque chose de très vaporeux, c'est le ciel, c'est la douceur, c'est quelque chose de très en rapport avec la sensibilité. Et voilà, toute cette couleur-là, moi, m'intéressait pour toutes ces raisons. Et sauf que comme il n'y avait pas de mot en grec à l'époque pour désigner le bleu, j'ai pris le mot qu'ils utilisaient pour désigner le ciel, qui est Ouranos. En gros, le dieu du ciel, en fait. Et je me disais, le ciel, c'est stylé. C'est bien en rapport avec la météo, avec la pluie, avec les espaces que moi, qui me marquent beaucoup, peut-être parce que à cause de la Bretagne, le fait de grandir en Bretagne, où tu as un rapport à la pluie qui est peut-être très différent des gens qui sont dans le sud et qui aiment peut-être moins la pluie. Et donc voilà, ça m'intéressait. Du coup, j'avais formé le mot à partir de Ouranos et Colia, donc j'avais formé le mot Ourancolie pour la bile bleue. Et j'avais fait un travail à partir de ça et je trouvais ça joli. Et je pense que c'est ça que j'ai envie d'évoquer chez les gens, en fait. Ce sentiment-là que tu as quand tu es devant une tempête et que tu es à l'intérieur au chaud. La pluie qui tombe et que tu as ton quand tu es dans ton lit, là, au chaud. T'entends la pluie dehors, là. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a un truc assez... Ouais, un sentiment qui est dur à préciser. Et en même temps, il y a cette espèce de... C'est à la fois triste et en même temps, il y a le côté sublime du déchaînement de la nature et des éléments. Et le fait de se sentir tout petit, quoi. Je trouve ça trop bien, genre de sentir tout petit, de sentir que t'es rien du tout dans l'univers. C'est génial. Enfin, c'est ultra angoissant. Et en même temps, c'est incroyable. Ouais, en même temps, tu rationalises un peu. Des fois, moi, j'ai cette vision dans ma tête. Je me dis, putain, on est sur un gros caillou qui vole. Genre, non, mais oui. Pourquoi on se prend la tête? Ça ne sert à rien. Et qu'est-ce que t'es à l'échelle de l'univers, rien. En fait? Une poussière, genre, même pas. Même pas. C'est fou, c'est ultra déculpabilisant aussi. Oui. Et en même temps, c'est terrifiant. Enfin, c'est un niveau qu'on n'arrive pas à l'imaginer. Bah, c'est ça. Enfin, le fait que ce soit l'infini aussi. Enfin, un jour, mon copain me dit mais tu sais qu'il y a des infinis plus grands que d'autres infinis. Et quoi comme ça? Il me dit bah oui, par exemple, entre 0 et 1, tu as une infinité de chiffres. Et bah entre 1 et 2 aussi. Et ben entre 0 et 2, t'as 2 fois une infinité de chiffres. Oh là. Bon, moi alors peut-être que je modifie, mais lui est beaucoup plus matheux que moi, donc c'était voilà. Mais effectivement, enfin, t'as un truc comme ça que tu peux pas concevoir en fait, surtout quand t'es pas très matheux. Et je sais pas, c'est tellement, je trouve que c'est magnifique parce que c'est vraiment ce sentiment-là d'être rien du tout et en même temps d'exister, de faire ta petite part du travail sur ce tout petit caillou qui vole, quoi, qui est au milieu d'autres planètes. Et puis on est à peu près tout seul. Oui, bah c'est ça. À peu près parce qu'on sait pas. Et puis s'il y a des formes de vie, on saura peut-être même pas les reconnaître, mais genre
on est tellement rien, je trouve c'est Bah ouais. c'est ultra, ça donne le vertige en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais ouais, c'est le mot, c'est le vertige. Parce que d'un Mm. côté, c'est rassurant, mais d'un côté, ouais, c'est terrifiant. Et pourtant, tu vois, on est là et on crée des relations sociales et on Bah existe. ouais, il faut, hein. On va pas rester sinon tu deviens fou, mais C'est clair. on fait ce qu'on a à faire, on a notre petite mission de vie, et puis on fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut exactement. Voilà. Alors, petite dernière question. Quelle petite action, ton effet papillon, pourrait selon toi transformer une vie ou une pratique? Mon effet papillon à moi, Ouais, ou un truc que tu voudrais partager, enfin, c'est comme ce qui te vient. ce qui me vient. Donc, comment est-ce qu'une petite action peut transformer une Ouais, c'est pratique? Bah, je pense que ce qui transforme le plus, c'est peut-être les rencontres quand même. C'est peut-être un peu bateau, mais en même temps, c'est le cas de sortir de chez soi et de tomber sur quelqu'un, parfois par hasard, parfois juste un ami d'amis. Ou alors de tomber sur une œuvre, ça peut être aussi une rencontre artistique. Ouais. Et ça, des fois, juste, je sais pas, ça peut mettre une toute petite graine, un petit... Ouais. Voilà. Ou Ouf. alors t'as loupé ton métro et tu te retrouves à discuter avec quelqu'un par hasard. Enfin, je sais pas, mais il y a un truc où ça va diriger ta vie d'une certaine façon. Et quand effectivement tu retournes en arrière et tu vois un peu tous les échecs que tu as eus. Il y a un truc effectivement un petit peu... je sais pas si c'est scientifiquement ok qu'on se dise oui, mais c'était forcément pour quelque chose de bien. Mais souvent, c'est pour quelque chose de bien en fait. Enfin, Ah ouais, moi je suis persuadée. Hein. bah Oui. ouais, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est peut-être un biais de confirmation parce que je me convainc parce que j'ai oublié les échecs qui m'ont rien apporté. Mais, Oui. mais en même temps, il y a vraiment ce truc-là où si j'avais pas raté la prépa Guisto, qui était la prépa Ouais. pour aller à Louis Lumière, bah, je serais pas allée en BTS audiovisuel, j'aurais pas rencontré mon copain, j'aurais Bah, pas... c'est ça. enfin, Ta vie aurait été totalement différente. ouais, et pas forcément... Enfin, je sais pas, peut-être pas Oui. dans un trop mauvais sens, mais en même Non, temps... mais différente, pas forcément en mauvais sens. Ouais. Hein. Elle aurait été différente. Mais j'aurais... Enfin, là, je sais que je suis dans un... Tout ce que j'ai vécu, il y a des trucs difficiles, mais il y a des trucs tellement cool. Bah, c'est ça, oui. Bien Et sûr. que en fait, ouais, il y a tellement d'échecs où t'as l'impression que t'es au fond du trou. Vraiment, tu te dis, tu te dis, ouais, mais de toute façon, je suis pas à la hauteur, je suis Oui. une merde. Pourquoi est-ce que je me lance là-dedans? Ça sert à rien. Et tout le monde... Enfin, peut-être que tout le monde a raison et que les artistes... et ouais, il y a tous ces moments-là où t'es vraiment au fond du trou. Et où les gens te disent mais non, mais t'inquiète pas, c'est pour quelque chose de mieux, tu verras. Et là, à ce moment-là, t'es pas prête à l'écouter vraiment. Ouais. Quelque chose que tu veux pas entendre parce que t'es pas bien. Et en fait, ils ont raison. Bah oui. Non, mais carrément. Tu te dis, ouais. Quelques mois, parfois quelques années plus tard, parfois une semaine plus tard, tu te dis mais ouais, Bah oui. en fait maintenant c'est super cool et si j'avais pas eu cet échec-là, j'aurais pas eu ça quoi. Bah ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est cool les échecs aussi, même si c'est super difficile. Oui, vraiment. Et du coup, pour terminer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et si tu as quelque chose à partager, c'est libre. Ce que tu veux. Eh ben, j'ai mon expo qui sera à la fête du livre à Becherel Trop bien. au moment du week-end de Pâques, donc ça doit être le 1er ou 2 avril Faudra que tu me redis ça. Faudra que 2026. j'essaye de venir. Oui, je pense que ça sera cool. Je vais faire Grave. une petite présentation. Puis ce de sera mon le travail. printemps et tout là. Oui, il va faire beau. Soleil là, Ouais, on ça n'en va peut être plus. trop bien. Ça va être trop bien. Puis je suis jamais allée à Becherel, donc. Ah, c'est trop sympa. Il y a Bah plein ouais, de ça a l'air petites trop bien. librairies. C'est pas un peu comme Rochefort-en-Terre? Pas un peu la même C'est vibe? un peu moins stylé comme ville elle-même, Ouais. mais oui, c'est vibe, Ok, même vibe, pierre, Mimi, village, Trop bien. voilà. Petit Corrigan quoi. Un petit corrigan, il y a des cafés-librairies, Trop il y a bien. plein de librairies partout Bonheur. avec des vieux bouquins, c'est trop bien. Faudra que je vienne alors. C'est très mignon. En plus, c'est sur les hauteurs, donc t'as la vue. Bon, t'as une antenne géante, mais On fera abstraction. mais Trop non, bien. c'est très sympa comme endroit. C'est super mignon. Les gens sont trop sympas. Enfin, j'ai travaillé un petit peu avec les gens sur place et enfin, tu vois qu'il y a une vraie communion Ok. artistique Trop aussi bien. de petits villages. Donc Ok. il y aura ça et je pense que ça va être sympa. Il y aura plein d'archives, de photos. J'ai fait il y a une petite maquette d'un mec mort, donc préparez-vous. Mais c'est une maquette, donc il est trop mignon. Ok. J'ai fait son petit costume et tout. Ok. Voilà. Mais bon, c'est pas trop violent, je précise. Ça se passe en 1930, donc les photos sont anciennes. Donc en fait, on a un recul Ouais. voilà, par rapport à ça. Ok. Et puis voilà, c'est toute la question de la preuve par l'image, surtout à l'époque de l'intelligence artificielle.
Oui. Où là, on est, c'est bon, on est dans l'ère de la post-vérité, donc il y a des questions à se poser. Donc tout ce rapport de l'image comme preuve, et puis aussi de l'existence, de qu'est-ce qui fait qu'une existence est réelle ou pas, toute la question de la mémoire et tout ça. Donc c'est ça ça qui m'intéresse dans ce projet-là. Et après, sinon, je suis sur Charlotte, Hayt. Et puis je poste j'essaye de pas trop poster parce que j'aime pas Insta. Et en même temps, il y a très peu d'autres possibilités. Blue Sky, c'est pas trop fait pour ça. Et bon, des fois, j'ai des trucs que je poste énormément pendant 2 semaines. Et après, j'arrête parce que Parfait, c'est pareil. Voilà, mais ça fait un petit Ça permet de voir ton univers. C'est ça. Déjà. Et puis j'ai mon site internet où j'ai beaucoup plus de choses différentes. Parce que sur Insta, c'est quasiment que des photos de nature, je crois. Ouais. C'est plus, je me suis dit, je vais avoir 7 DA pour Insta. Ouais, mais c'est intéressant. Je vais classer par couleur. Ouais, ça peut être très beau. On s'amuse comme on peut. C'est ça. T'as bien raison. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. C'était trop chouette. C'est trop chouette. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que cette conversation aura semé en vous quelques graines de réflexion ou d'inspiration. Ces petits effets papillons qui parfois changent tout. Si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un mot. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, une nouvelle rencontre dans Effet Papillon. À très vite.